Welcome to the Jordan Brico Channel. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, jeudi 20h, le live des ninjas comme tous les jeudis. Bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, vous avez sûrement dû le voir sur Insta ou par email ou Facebook. On a un invité spécial, ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir. Le Royaliste, donc un YouTuber à plus d'1 million d'abonnés et on va discuter un petit peu voilà, du monde de YouTube, comment YouTube c'est au final assez proche du SEO. On fera un parallèle avec le business de l'affiliation, du SEO. On sera là aussi pour parler business, bien évidemment, la monétisation sur YouTube, comment ça fonctionne. Pourquoi pas essayer de choper des trucs un petit peu gossip au niveau des youtubeurs. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en pause 30 secondes à peine, le temps d'accueillir le Royaliste. Et je reviens directement avec lui. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le fameux, l'ultra, le célèbre Royaliste? Alors pour info, le Royaliste est quand même plus d'1,15 million d'abonnés sur YouTube. 1394 vidéos, 311 millions de vues accumulées sur sa chaîne, ambassadeur JBL de la marque JBL Gaming Europe et ambassadeur du groupe Millennium. S'il vous plaît, merci d'accueillir le Royaliste. Salut à toi. J'ai l'impression qu'il va y avoir un public qui va applaudir et tout. C'est vrai ça que... va ouais, ça va super, ça va super. Et toi? Bah, ça va, impeccable. J'aurais dû rajouter sur le deck les applauses. Je l'avais il y a quelques temps, mais j'ai refait tout le deck et je les ai plus. Je suis désolé. En vrai, un petit peu déçu du coup, mais ça va le faire. Bah désolé. La prochaine, je mets des applauses de partout avec des confettis et tout. 300 millions, what the fuck, Jérôme nous dit. Ok, bah écoute, merci d'être présent. Alors, pour expliquer un petit peu, on se connaît depuis pas si longtemps que ça. Je t'ai connu la semaine dernière, on a été boire un coup et on a discuté un petit peu. Toi, tu m'expliquais un petit peu ton parcours sur YouTube, moi un petit peu mon parcours d'entrepreneur. Et c'est vrai que ça a assez vite matché et ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Et voilà, je lui ai proposé de venir en live sur Twitch et directement il a accepté. Donc ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir ce soir. Voilà, merci. Et bah ouais, plaisir partagé. En vrai. C'est vrai que quand tu m'as proposé, j'ai dit oui direct. Genre, c'est trop bien de pouvoir parler d'autre chose que de tout ce que je parle au quotidien, donc des jeux vidéo, etc. Ça fait plaisir aussi de voir l'autre aspect. Et du coup, si ça peut en éclairer certains sur l'envers du décor, on va dire, c'est avec plaisir. Nickel. Donc c'est vrai, toi quand tu dis que tu te répètes un petit peu sur les choses, c'est quoi? T'as des questions qui reviennent souvent? Comme ça, alors des questions chiantes j'imagine, ou des questions, alors c'est pas forcément chiantes, mais que tu dois répéter très souvent par rapport à ton métier de YouTube? Ah, genre tu parles par rapport aux abonnés qui posent des questions assez régulièrement? Aux abonnés ou aux personnes? Ou alors des amis par exemple qui me poseraient toujours les mêmes questions Les deux. Je suis curieux, ça va être les deux. Alors, premièrement, les amis, mais j'imagine que les abonnés et les amis, il y a des questions qui doivent être un petit peu similaires parfois, non? Ouais, après, les abonnés, si tu veux, vu que moi, c'est un public qui est assez jeune, ils sont pas hyper intrusifs et ils vont pas me poser des questions du style est-ce que ça gagne bien? Est-ce que machin, tu vois? Alors que des personnes plus proches de moi vont ne pas se gêner pour me poser ces questions-là. Et du coup, forcément, c'est pas le même style de questions. Les abonnés, ça va être beaucoup plus des questions quand est-ce que tu relives, quand est-ce que tu refais une vidéo, tu vois, c'est du classique. Après, les amis, c'est sûr qu'il y a tout. En fait, tout dépend des connaissances qu'ont la personne, enfin mes amis, par rapport au domaine de YouTube, etc. Si mes potes, ils s'y connaissent de ouf dans YouTube, etc., ils vont avoir des questions vraiment poussées et vraiment, tu vois, genre précises. Et si jamais c'est des potes qui s'y connaissent pas du tout, eux, ça va être vraiment des questions globales du style, je sais pas, combien d'abonnés il faut pour pouvoir en vivre, quel est mon parcours, etc. Tu vois, genre plus des questions vraiment au sens large, contrairement à d'autres qui s'y connaissent beaucoup plus, qui eux vont me poser des questions plus précises. Ouais, après, je suis en train de chercher, en fait, je suis en train de réfléchir, mais
c'est vrai que j'y réponds tout le temps comme ça, mais sans me dire, tiens, cette question-là, elle me revient souvent, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai pas trop enfin, je calcule pas trop les questions qui me sont souvent posées. Et en fait, Même si je suis sûr qu'il y en a plein qui reviennent régulièrement, quoi. ce que j'ai apprécié avec toi, c'est que je me voyais un petit peu en toi quand je te posais des questions par rapport à YouTube, par rapport à ce que tu faisais, etc. Je voyais de la façon dont tu répondais, c'était vraiment passionné, tu vois. C'est vraiment Ouais. passion, ça sent que c'est pas la première fois déjà, ça se sentait déjà que c'est pas la première fois que tu répondais à des questions comme ça, mais surtout que ça te dérangeait pas d'en reparler et que tu aimais bien transmettre le fait et expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, un petit peu l'envers du décor, expliquer tout ça. Bah, Parce que c'est vrai ouais, que. c'est ça. Surtout que YouTube, en gros, c'est. Je te coupe juste Vas-y, deux vas-y, secondes, vas-y, mais vas-y. YouTube, c'est vrai que moi, je coupe beaucoup, en fait. Désolé, hein. Non, non, pas Mais de c'est vrai souci. parce qu'après, j'oublie, et c'est mon défaut. Pareil. Et du coup, YouTube, ouais, c'est vrai que je m'y suis lancé genre en 2011, donc ça fait déjà 9 ans. Et forcément, t'en vis pas dès le début. J'ai galéré pendant 6 ans avant de pouvoir en vivre. Donc ouais, forcément, c'est que de la passion. C'est que de la passion. J'allais à l'école, je travaillais et à côté, je faisais que des vidéos dès que je rentrais. Les week-ends, je sortais pas avec mes potes régulièrement. Genre, très souvent, c'était pour faire des lives, des vidéos. Donc ouais, c'est de la passion. Ouais, et c'est ça qui est. J'en ai parlé il y a pas longtemps en live. J'ai expliqué. J'ai expliqué à tout le monde qui était sur le chat que des fois, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et au final, c'est là où YouTube est vraiment le business que je fais sur pas mal de trucs, c'est assez similaire. C'est que j'ai des personnes qui viennent me voir parfois et qui me disent je veux gagner de l'argent sur Internet. Et toi, tu dois avoir des jeunes aussi qui doivent te dire je veux être célèbre ou je veux être célèbre et en plus gagner de l'argent. Et c'est vrai que moi, mon conseil principal, c'est ne te lance pas sur Internet pour gagner de l'argent, que ce soit dans mon business ou même dans ton business en tant que YouTube. Mais surtout sur YouTube, j'ai l'impression que c'est un petit peu quand même de plus en plus compliqué d'avoir de plus en plus d'abonnés. Mais pour en vivre, ça prend du temps quand même. Ça prend du temps. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que, bah, en fait, ça peut prendre du temps. Enfin, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est ça peut prendre du temps. Comme du jour au lendemain, tu peux être populaire. C'est ça qui est cool sur Internet. C'est que bah, du jour au lendemain, en fait, tout peut monter assez rapidement. Et c'est pareil, c'est pas parce que tu es en haut que ça peut pas descendre. Tout peut descendre aussi rapidement que c'est monté. Mais c'est clair que bah, pour moi, mon expérience, ouais, je me suis lancé, j'ai attendu 6 ans avant. Enfin, en fait, j'attendais pas. C'est juste, je me suis lancé, je kiffais mes vidéos. Et 6 ans après, c'est monté. Et les stats sont montés, etc. Et là, je me suis dit, c'est trop bien. Après, personnellement, j'ai eu de la chance aussi parce que je me suis lancé au tout début, même avant que Fortnite explose, etc. Et c'est clairement Fortnite qui m'a fait monter à ce niveau-là. Parce que les 1 million d'abonnés, j'y songeais jamais de la vie. J'avais déjà à l'époque sur Clash of Clans, Clash Royale, 100 000 abonnés. Mais je pensais jamais monter autant. Et c'est vrai qu'il y a aussi le jeu qui m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que pour en revenir par rapport au. Enfin, ce que tu me disais, c'était par rapport aux abonnés qui me demandaient. Ah oui, s'ils me demandaient comment on fait pour percer ou comment on fait pour Mm. ce genre de questions-là. C'est ça? Ouais. Bah, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Et ce que je réponds, moi en général, c'est déjà fais des vidéos pour kiffer, pour toi, pour te faire plaisir. Mais fais-les, et c'est hyper important, à un rythme régulier. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo par mois, tiens-toi à ce rythme-là. Si tu fais une vidéo par semaine, tiens-toi à ce rythme-là. Et c'est là où justement on avait la comparaison par rapport à toi avec les sites. Je pense que c'est un peu la même chose pour le SEO Mhm. naturel. Il faut, faut que ce soit régulier. Et du coup, si tu en fais une par jour, moi c'est ce que je fais, faut être régulier là-dedans et il faut s'y tenir. Parce que bah, par exemple, typiquement, là moi j'ai fait une pause d'1 mois en arrivant ici à Malte, vu que j'avais pas mon setup. Et du coup, bah, l'algorithme qui est YouTube, il m'a descendu, mais au plus bas. Et là, petit à petit, ça remonte, mais il va falloir. En fait, c'est un peu comme de la confiance. Tu sais, genre, ça se gagne goutte par goutte, mais ça se perd en litres. Et l'algorithme, c'est ça. C'est tu vas gagner de la confiance auprès de lui, genre goutte par goutte, jour après jour. Et par contre, si tu es absent une semaine, un mois, bah boum, il te défonce. Et du coup, après, faut rebosser pour remonter. Ouais, c'est une vidéo par jour quand même, c'est assez insane Le rythme. le rythme que tu avais, ouais. Alors juste, c'est vrai que je t'ai introduit à tout le monde, mais le royaliste, j'ai vu que dans le chat on me demandait, toi tu t'es spécialisé dans Fortnite, c'est ça, un jeu vidéo que tu disais, et t'as fait que du Fortnite? Alors moi j'ai commencé avec Clash of Clans, ensuite pendant 2 ans. Ensuite je suis passé sur Clash Royale à sa sortie pendant 2 ans. Ensuite j'ai fait 2 ans de Clash of Clans. Bah, c'était tout ce qui était Supercell sur mobile, j'adorais ça. Et derrière j'ai voulu tenter un jeu PC,
je me suis mis sur H1Z1 et j'ai fait une partie, je me suis fait mais détruire. Je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, les jeux PC, c'est pas pour moi. Et il y a un pote qui m'a appelé et qui m'a dit, franchement, il y a un jeu, ils font la pub sur YouTube, il est trop bien. C'est Fortnite. Tu devrais essayer. Et on fait une partie ensemble. Je me rappelle, j'ai fait top 1 dès la première partie en tuant un mec au snipe, genre à l'autre bout de la map. J'étais là, il est trop bien ce jeu-là. Et du coup, je me suis lancé dedans en étant nul. Mais du coup, je me suis lancé dedans. Et pendant 3 ans, du coup, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait des vidéos dessus. Et là, sur la fin, je suis en train de me diversifier un petit peu. Et j'aimerais bien partir sur et du gaming et à côté des lives un peu plus IRL, enfin des vidéos, pardon, un peu plus IRL. Et surtout, beaucoup de voyages. J'aimerais bien beaucoup voyager et présenter un peu des pays, des endroits qui sont vraiment super jolis. Et en faisant passer des messages aussi, vu que j'ai une commu qui est assez jeune, j'aimerais bien sensibiliser via mes voyages, en fait, auprès de ma commu, quoi. Ok, donc ouais, un peu sur une thématique que je disais juste avant que tu arrives, sur du vlog, quoi. C'est ça, c'est Oh, ça. Mais ok. des vlogs à thème. En gros, vu que j'ai une commu qui est jeune, je sais qu'un vlog comme les vlogs que moi je peux regarder, ça va pas leur plaire. Moi, j'ai un vlog d'un voyage avec des beaux plans drone, ça me suffit. Mais je sais que ma commu qui est assez jeune, ça va vite les faire chier en fait. Et du coup, par rapport à ça, il faut que je m'adapte. Et moi, ce que j'ai fait et ce que j'ai pu faire pour l'Islande, par exemple, c'est que j'ai pris un ami à moi et on s'est lancé un défi. Le défi, c'était aller se baigner dans de l'eau à 0,2 degrés. Tu vois. Et du coup, via ce défi-là, eh ben, les gens, ils restent sur toute ta vidéo pour suivre le défi, justement. Et du coup, ça les fait, ça les laisse, Watch comment time. dire? Ouais, C'est le watch time, voilà, quoi. le watch Le time. fameux watch time. Il reste présent, tu vois, il reste sur tout le long de la vidéo. Et du coup, je peux faire passer aussi des messages, par exemple par rapport à l'environnement ou des messages par rapport à d'autres choses via cette vidéo, tout en ayant plusieurs du coup, significations sur la vidéo. La partie vlog, la partie message et la partie défi, justement. Ok. Je reviens sur un truc que tu as dit un peu plus tôt parce que j'ai un stylo et je note. Donc je reviens un petit peu il y a 3-4 minutes en arrière. À un moment donné, tu as dit je me suis lancé sur YouTube, j'ai monté jusqu'à plus d'1 million d'abonnés. Et tu as dit un mot, ça m'a fait sourire parce que je le disais très souvent avant. Tu as dit le mot chance. Tu penses vraiment que c'est de la chance que tu as eu ou... Enfin, Bah, moi personnellement, je sais que c'est pas forcément de la chance, tu vois, que t'as non. eu. J'imagine que tu as bien bossé. Tu disais que tu avais quand même une vidéo par jour à sortir, peut-être des fois plus, ou je sais pas, mais les réseaux sociaux à gérer, j'imagine aussi. Ouais. Euh, Tu penses que En c'est de la gros, chance? je dis chance sur vraiment le. Enfin, j'ai eu de la chance d'arriver au moment où Fortnite n'était pas connu. C'est par rapport à ça la Ouais. chance. Après, sur tout le reste, c'est énormément de boulot. Faut pas se cacher. Genre, en plus, à l'époque là, je faisais 2 vidéos par jour. Donc, je me levais, il était 8-9 heures, ouais, peut-être même moins. Et je me couchais, il était ouais, 2-3 heures. Et du coup, je faisais que ça. Je devais faire mes 2 vidéos, monter mes 2 vidéos et faire les miniatures de mes 2 vidéos. Et en plus, gérer les réseaux sociaux et des fois lancer des lives. Et du coup, ça, c'était énormément de boulot, forcément. Mais du coup, ouais, c'est aussi. Enfin, c'est de la. Non, c'est plus de la réussite que de la chance. La chance, c'est plus sur l'aspect d'être arrivé sur du Fortnite dès le début. Et sinon, le reste, c'est plus ouais, de la réussite, on Mm. va dire. Mais c'est pour ça que je suis revenu dessus, parce que c'est vrai que généralement, il y a les personnes, que ce soit les youtubeurs ou les entrepreneurs, on voit un petit peu comment dire, cette image-là de réussite. Donc pour les youtubeurs, ça peut être à un certain niveau l'argent, la popularité. Pour les entrepreneurs, je parle plus pour moi dans tout ce qui va être affiliation, ceux qui sont aussi dans le dropshipping, tout ça, ça va être plus réussite au niveau aussi de l'argent. Mais les personnes ne voient pas forcément aussi tout le taf qu'il y a derrière, tous les problèmes qu'on a. Et c'est pareil aussi, je l'avais très souvent ça, le fait que je vive à Malte. Que je vive à Malte, que je sois bien ici, etc. On me disait souvent, ouais, t'as de la chance. Et je disais, ouais, putain, c'est vrai que j'ai de la chance et tout. Et au final, au bout d'un moment, j'ai un pote à moi qui est entrepreneur, il m'a dit, mais mec, c'est pas de la chance, c'est des choix que t'as fait qui t'ont amené à venir ici. Les personnes qui te disent ça, ils pourraient très bien tout plaquer et venir aussi à Malte, devenir entrepreneur, ou en tout cas déjà venir à Malte et faire les démarches pour essayer de trouver quelque chose ou faire quelque chose, tu vois. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je le réalisais pas. Que c'était pas forcément de la chance, mais c'était plus des choix, quoi. Mais voilà, c'était pour ça que c'était intéressant de revenir là-dessus, parce qu'il y en a dans les deux sens. Il y en a parfois des entrepreneurs qui disent j'ai de la chance, alors que c'est
de la réussite. Et certains d'autres personnes qui nous voient et qui disent ah c'est de la chance, mais non, c'est faire des choix et aller à fond. C'est vrai que parfois bah voilà, ça peut vous faire de belles découvertes quoi. Ok, nickel. Du coup, toi, c'est 1 million là d'abonnés. Tu les as, ils sont arrivés en combien de temps? Tu disais ça arrivait rapidement. En gros, c'était sur 1 an et demi Ok. où je suis passé vraiment de 100 000 à 1 million. C'était 1 an et demi et le plus gros mois que j'ai fait, j'avais gagné. Alors, c'est de mémoire, hein, les chiffres sont peut-être pas exacts, mais il me semble que c'était 120 000 abonnés en un mois. 120 000 Et abonnés là, en je un mois. m'étais dit, wow, C'est énorme. je m'étais dit, ça fait beaucoup. C'est En fait, énorme. tu t'en rends pas compte. Et je te jure que même le million, tu t'en rends jamais compte, je pense. C'est vraiment quand tu vas faire, par exemple, nous, c'est la Paris Games Week, c'est la Ouais. rencontre où tu rencontres tes youtubeurs préférés, etc., dans le gaming. Et du coup, c'est à cet endroit-là où vraiment tu t'en rends compte, ou alors quand tu te fais reconnaître dans la rue. Et c'est là où tu te dis, ouais, c'est pas que des chiffres au final. Parce que tu es tellement focus tout le temps dans ton mood de faire des vidéos, d'être derrière ton ordi à parler à une caméra, que tu parles, en fait, après, et c'est là où c'est un piège, tu peux te dire, en fait, je parle pas à des gens, je parle à une caméra. Et c'est là où c'est l'erreur. Il faut vraiment se dire que c'est toujours des gens, c'est pas que des chiffres. Et là où tu t'en rends le plus compte, c'est quand tu fais des petites pauses d'un jour, 2 jours, 3 jours, tu vois, si tu prépares des vidéos en avance et que tu sors un peu de chez toi. Et c'est là où tu te dis, ouais, c'est pas que des chiffres. Et c'est là où tu te rends vraiment compte. Mais ça te rajoute de la pression après derrière. Et justement, ça, comment tu l'as vécu? Parce que de passer déjà de 100 000 à 1 million d'abonnés, donc j'imagine de passer ces chiffres-là, au final, tu as dû bien le vivre et tu l'as pas forcément ressenti. Tu le ressentais quand les gens ils te reconnaissaient. Et justement, de passer à un parfait étranger, entre guillemets, à quelqu'un qui devient populaire, ça fait quoi? Ben, là où moi, c'est pas dérangeant ou quoi, c'est que, en fait, vu que c'est beaucoup de jeunes, bah, je vais quasiment jamais dans des endroits où il y a que des jeunes. Tu vois, je vais pas dans des collèges, je passe pas dans des collèges. Après, si, les seuls endroits où c'était dérangeant, et ça me faisait rire, enfin, où c'était dérangeant, encore, ça va, mais c'était au trampoline park. Il y a un Ok. truc que je kiffe, c'est faire du trampoline. Et je te jure que quand je vais là-bas, vu qu'il y a pas mal de jeunes, et ben, je suis sûr que, et en plus, je suis pas souple, je suis sûr d'être grillé. Et derrière, je suis sûr qu'on va se foutre de ma gueule et tout, qu'on va me prendre en snap, machin, tu sais, genre sans que je le sache. Et du coup, je vais être affiché sur les réseaux et tout. Pour ça, ça peut être un peu dérangeant. Mais après, dans l'ensemble, vu que c'est beaucoup de jeunes, en général, quand ils me croisent, ou alors ils sont avec leurs parents, ou alors, du coup, ils osent pas trop me déranger, tu vois. Donc ça va, en soi, ça va. Mais je le repère. Je le repère vite quand il y a quelqu'un qui me reconnaît dans Ouais. la rue ou quoi. Genre, où t'entends, tu l'entends, tu passes à côté. Et d'un coup, ça fait ah et il se retourne. Ou des fois, il dit à ses parents, tu sais, c'était le royaliste. Ou des fois, quand il mange, genre, ça m'était arrivé dans un McDo. Genre, je mange dans le McDo. Et là, je vois, il y a toute la table qui se retourne, qui me regarde avec les parents, toute la famille et tout. Et là, je suis bon, bah, c'est grillé. Et après, en fait, ils vont pas venir me voir parce que je suis en plein repas. Ça, c'est ultra gentil, tu vois. Mais du coup, pendant tout le repas, je sais qu'il va y avoir des coups d'œil et tout. Et ça met de la presse en mode, tu sais, quand tu manges, t'as pas le droit de te louper. Et t'es là, t'es en mode, loupe pas la frite, tu vois. Genre. Et du coup, c'est marrant, mais c'est pas dérangeant du tout. C'est genre en mode c'est gentil, c'est bienveillant et c'est cool. Mais c'est vrai que c'est là où tu te rends compte vraiment que ouais, t'as des abonnés quoi. Ouais, ça doit vraiment faire bizarre quand même de se dire je suis reconnu dans la rue et effectivement ça doit mettre une petite pression comme tu dis Ouais. que tu as toujours enfin surtout maintenant en 2020 un téléphone, un Snapchat, un Instagram où facilement on peut prendre une vidéo de toi voilà et bah, après moi où je suis étonné c'est que vu que alors tu disais que tu avais une audience toi ton audience la tranche d'âge elle est de combien à peu près? Euh, la, la moyenne haute, ouais, c'est 10-18. 10-18. 10-18 ans, en Ok. gros. Ouais. Après, il y a un petit peu de 18-20. Tout doucement, il y en a de plus en plus, bah, notamment grâce aux vlogs, justement. Les vlogs, ça touche un peu des plus âgés. Mais non, sinon, c'est 10-18 sur Fortnite, quoi. Ok. Et ouais, justement, je pensais qu'avec cette audience-là, 10-18, ils allaient être beaucoup plus, un peu, j'ai envie de dire, quand ils te croisent dans la rue, un peu foufou et pas encore comment dire, cette éducation à se dire, je vais peut-être l'embêter parce qu'elle est dans la rue, parce que ça lui arrive souvent, etc. Ouais, ça, c'est plus, par exemple,
bah, l'exemple que j'ai là qui me vient en tête, c'est par exemple devant Webedia. Du coup, c'est l'agence avec laquelle je travaille. En fait, il y a des jeunes, il y a plein de jeunes, et quand ils sont que entre jeunes, qu'il n'y a pas de parents, tu sais, pour les gérer, là, ils peuvent être fous. Ok. Et là, ça peut crier, ils viennent en courant comme des oufs et tout, et t'es là, oh, 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 m'agressez pas, tu vois, genre en mode, saute dessus, tu vois. Et du coup, ouais, là, ils sont un peu plus fous, mais sinon, en général, ouais, non, même dans la rue, ça va. En soi, ça va. Mais je pense que c'est l'image aussi que tu renvoies sur YouTube qui fait que, genre, si par exemple sur YouTube, j'étais en mode, je sais pas, à être un peu, à lâcher des insultes de partout, à être un peu en mode balèque, tu vois, et ben là, je pense qu'il viendrait un peu plus balèque. Mais vu que moi, je suis assez respectueux, il n'y a pas d'insultes, il n'y a rien de tout ça, je pense qu'ils ont une petite barrière quand même qui fait qu'ils viennent pas comme des fous, quoi. Ouais, Je pense, hein. c'est une Parce que audience. quand je vois par exemple TK78, Ouais, je sais pas si tu ouais, connais, bien sûr. The Kerry. Et bah du coup, lui typiquement, il n'envoie pas du tout la même image que moi. Et Non. lui, c'est une image un peu plus, bah, je sais pas comment dire, mais c'est une image un peu plus fofolle, on va dire. Et du coup, bah tous les jeunes quand ils vont le voir, ils vont beaucoup moins le respecter que s'ils me voient moi dans la rue, tu vois, genre. Ouais, après, il est vachement, c'est ça aussi, il est vachement plus insultant, même dans le chat. Enfin, du peu Ça. que je connais un petit peu, que je l'ai vu, il pète un câble. Après, c'est son profil, hein, c'est comme ça qu'il est. Mais effectivement, j'imagine qu'on a l'audience qui nous ressemble. En tout cas, qu'on donne en vidéo. Ouais. Pour ceux qui, des fois, ils jouent des personnages, je sais pas, mais on a l'audience comme ça. Ok. Et du coup, on parlait de gérer un petit peu cette popularité-là, mais en gérant enfin, en passant de 100 000 à 1 million d'abonnés, en se faisant reconnaître de plus en plus, tu as dû gérer un autre truc aussi, c'est le fait de devenir entrepreneur. Donc tout ce qui est administration, les factures, tout ça, tu savais déjà gérer ça, toi, avant? Alors, bah, en fait, moi, depuis que je suis tout petit, j'avais envie de créer une entreprise. Je savais pas dans quoi. À la base, je voulais un magasin de vêtements. Et après, je savais plus trop. Et du coup, non, non, j'y connaissais pas énormément. Mais c'est vrai que ce qui fait le plus bizarre, c'est de passer d'auto-entrepreneur à vraiment aller voir un expert comptable et créer ton entreprise. En fait, c'est ça qui est un petit peu étrange, surtout quand tu viens de YouTube où tu es en mode vraiment full passion, genre, tu vois, tu vis, enfin, l'argent qui vient, c'est pour toi, il y a pas d'impôts, enfin, pas beaucoup d'impôts au début, etc. Et c'est vrai que le fait de passer vraiment à une entreprise, une vraie entreprise, ça fait bizarre. Après, l'avantage que j'ai, c'est que moi, directement, en fait, si tu veux, ma mère est secrétaire. Et Ok. elle gère déjà bah, tout ce qui est papier administratif, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que vu que je suis passé vraiment d'auto-entrepreneur à directement bien gagner ma vie avec YouTube, vu que c'est monté d'un coup, bah, j'ai pu directement embaucher ma mère avec moi et du coup me décharger de tout ce qui était administratif et de lui dire, bah écoute, moi j'ai pas le temps en fait, donc moi je gère vraiment full YouTube, réseau, etc. Et toi vraiment tu fais le lien entre moi et l'expert comptable. Et limite, moins j'en ai, mieux je me porte, tu vois. Donc j'ai pas eu non plus trop 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 de galères de ce point de vue-là. C'est plus ma mère qui a filtré les galères, on va dire. Ok. Ouais, mais c'est cool ça. T'as pu faire bosser directement ta mère avec Ouais, toi dans l'entreprise. Ok. ouais. Et avant justement de te lancer comme ça sur YouTube à plein temps, t'as fait des boulots parce que je sais que des fois il y a des entrepreneurs ou des YouTubeurs qui ont commencé comme ça très jeunes. Je sais, on prend je sais pas, un Michou ou un Inoxtag. Je sais pas s'ils ont fait des jobs avant, mais j'imagine, vu qu'ils sont très jeunes, peut-être pas. D'ailleurs, Michou, je crois, il était mineur quand il était déjà sur YouTube. Ouais. Est-ce que toi, tu as fait t'as connu le vrai monde, je dis entre guillemets, hein, le vrai monde, parce que moi aussi, depuis que je travaille sur Internet, j'appelle pas ça le vrai monde, mais plus le digital. Est-ce que tu as connu des boulots avant? Ouais, ouais, ouais. Bah, beaucoup de boulot d'été de mes 15 ans à mes 17, 18 ans. Nettoyer des chaufferies, faire des choses comme ça. Et ensuite, j'ai travaillé du coup au KFC. En fait, je faisais un BTS MUC en alternance Ok. et donc management des unités commerciales. Et du coup, j'étais dans un KFC en tant que, comment dire, semi-manager, on va dire. Et du coup, je devais gérer un petit peu genre bah, les collègues, etc. Et j'ai fait 2 ans au KFC. C'était pas évident. Je me rappelle, genre, en fait, je me rappelle de 2 choses qui m'ont choqué en genre niveau boulot, tu vois. Genre après, il y a des bêtes d'expérience et tout. Mais il y a la première, c'est que j'ai travaillé la première semaine que j'ai fait au KFC. C'était une fin de mois. C'était la dernière semaine du mois.
Et j'étais là et j'ai dit à ma mère, non, honnêtement, je peux pas, c'est impossible, c'est trop dur, genre. C'est horrible, j'avais 17 ans, tu vois, j'étais là, j'étais, ah ouais, non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Et d'un coup, vu que c'était la fin du mois, j'ai reçu ma paye de ma semaine. Et là, ça m'a dit, ah, bah attends, je vais y retourner en fait lundi. Et du coup, il y a eu ça. Et après, il y a une chose qui m'a choqué là, c'est vraiment en fait ce qui m'a fait avoir le déclic de je veux pas faire ça plus tard. C'est un truc tout bête. C'était la veille, j'étais allé dans un casino, j'avais joué au casino, etc. Et mon pote avait fait une grosse win. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, on va en Allemagne. Genre, tu sais, t'as des boîtes de nuit, etc., qui ouvrent toute la nuit. Ouais. Et du coup, il m'a dit, on va fêter ça en Allemagne. J'ai dit, vu que moi, je venais de Metz, du coup, à côté de l'Allemagne. Et du coup, je lui ai dit, bah vas-y, avec plaisir, on fait ça, on va fêter la victoire. Et je suis rentré chez moi, il était 4h30 du matin et je travaillais à 5h. J'ai été de livraison au KFC. Et j'arrive après 30, j'ai dormi quoi, 10-15 minutes. J'arrive au boulot, je vais dans la chambre froide et un énorme glaçon qui me coule, il faisait froid, c'était l'hiver, qui me coule de la nuque jusqu'à l'arrêt, tu vois, genre en bas. Ouais. Et là, et là, je me suis dit, c'est fini. Je me suis dit, c'est mort. Je ne veux plus faire ça de ma vie. Et là, je me suis bougé pour essayer de trouver bah, ce que vraiment je voulais faire de ma vie. Et du coup, bah, en fait, je faisais YouTube à côté. Donc, j'ai essayé de chercher un métier qui s'en rapprochait. Et du coup, il y avait du coup bah, la radio. Et donc, je suis parti dans une école après de radio pendant 2 ans. Et ensuite, il y a YouTube qui arrivait, quoi. Ok, donc on peut dire que le fait que tu n'as plus voulu rester en tant que statut d'employé, c'est qu'il y a un glaçon qui est arrivé jusqu'à l'arrêt. Il y a ça, il y a ça, mais c'est surtout aussi, enfin moi perso, je voulais pas avoir de patron. Depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours voulu créer, faire des choses, et encore maintenant. Et du coup, j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Ça, c'était vraiment une de mes règles numéro une, c'était de ne pas travailler pour un patron. Et, euh, et du coup, bah ouais, genre bah après, bon, au KFC, j'avais pas le choix, c'était pour l'argent aussi. Mais après, ouais, en me rapprochant de la radio, c'était pour faire aussi par la suite mon propre truc de mon côté et surtout trouver un métier qui m'enlève un petit peu ma timidité et qui me ferait progresser pour pouvoir potentiellement être youtubeur plus tard. Tu vois, j'avais toujours ce truc en tête de bah, YouTube, qui est ma passion numéro une à la base. Et du coup, je me suis servi de ce métier de la radio-là pour enlever ma timidité, enfin une partie, et du coup être plus à l'aise quand je parle et moins me perdre dans mes phrases. Et ça m'arrive encore aujourd'hui, mais souvent je parle beaucoup et du coup d'un coup je me perds et après je sais plus ce que je disais avant, etc. Non mais pareil, je suis exactement pareil, j'ouvre des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses et justement je note en même temps parce qu'il y a plein de trucs qui sont intéressants, je vais revenir pour les personnes qui nous regardent. C'est vrai que j'ai eu un peu le même profil que toi au final dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as connu alors je vais pas dire ces petits jobs là parce qu'il n'y a pas de sous-métier, mais tu as connu quand même les jobs d'employés polyvalents. KFC, moi je sais que j'étais aussi, je travaillais à Domino's Pizza, c'est le genre de job où parfois tu peux avoir des managers un peu cons, des collègues un peu cons, ça peut arriver, t'es pas forcément super bien payé, tu dois faire pas mal de trucs, t'as des horaires qui sont pas forcément cool, il y a pas mal de choses qui sont quand même assez négatives, les glaçons aussi dans le dos dans certaines boîtes, mais ça c'est assez fou et je trouve que généralement un entrepreneur à succès, ça va être aussi un entrepreneur qui a connu les petits boulots avant, comme ça. Et c'est là où ça va l'aider à déjà. Moi, ça m'a aidé à pas perdre les pieds sur terre quand j'ai commencé à bien, très bien gagner ma vie et à me dire c'est quoi un SMIC, le boulot, les heures que je dois travailler pour arriver à une paye de 1200 euros, le temps que ça représente. Et pour avoir une base, parce que c'est vrai que je me dis si j'avais pas fait ces boulots-là avant, et je pense que toi c'est pareil, tu saurais pas c'est quoi une base. Et je reviens sur par exemple, je sais pas, Michou ou des mecs hyper populaires comme ça sur YouTube, je sais pas s'ils ont cette notion d'argent. Alors peut-être, hein, parce qu'après il y a l'éducation aussi qui joue. Il me semble les deux là justement, ils sont là où ils sont parce qu'ils sont aussi hyper bien entourés. Je pense, et ça se voit, ça se voit aussi, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas cette notion d'avoir fait des petits jobs, de découvrir le vrai monde du travail, et tant mieux pour eux, hein, parce qu'ils ont, encore une fois, c'est pas de la chance, ils ont bossé derrière. Mais moi je sais que ça m'a vachement aidé à me dire, et à me motiver aussi, des fois à me dire quand j'avais la flemme de bosser pour moi-même, me dire j'ai pas envie de retourner à ce que je faisais avant en fait. Et typiquement, jamais de ma vie je retournerai à travailler pour quelqu'un. Et la deuxième chose aussi qui m'a fait sourire, et ça je le vois aussi souvent chez des entrepreneurs,
c'est quand tu dis j'ai toujours voulu, alors pas être entrepreneur, j'ai toujours voulu ne plus avoir de patron plus tard. Et pareil, quand j'étais au collège, je pensais déjà à lancer des trucs. Toi aussi, pareil, tu avais des idées de lancement. En maternelle, ah ouais. Moi, c'était collège. Je me rappellerai toujours. Je m'amusais, genre, avec, tu sais, les billets de Monopoly. Mes parents ramenaient des amis chez eux, ils avaient des enfants. Et genre, on était un petit groupe de 4-5. Et genre, je créais, c'était quoi? Je créais, tu sais, des espèces de jeux où il fallait payer avec les billets de Monopoly pour pouvoir les faire. Tu vois, je faisais un petit business. Je montais un business et j'avais une satisfaction de ouf de monter ces business-là via mes idées, etc. Et au final, c'est ce que je retrouve maintenant, différemment forcément, mais c'est un peu ce que je retrouve maintenant, tu vois. Genre, c'est pouvoir faire des vues grâce à des idées, grâce à des choses comme ça, et grâce à des inventions, au final, via YouTube. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Je me rappelle, j'avais eu une idée collège. Je voulais demander de l'argent à mes parents, ils n'avaient pas voulu. J'étais encore mineur, donc c'est-à-dire que j'étais même pas encore majeur, et j'avais proposé à mes parents, j'ai fait ouais, j'ai une putain d'idée, je viens de voir en Allemagne ils ont développé des machines pour faire des pizzas automatiques dans une machine et tout, et vous êtes pas chaud, vous m'avancez un petit peu d'argent et on met ça à une sortie de boîte. Je voulais mettre ça, bah tu viens de Metz, donc tu sais, à la Zac Denis. À la Zac Denis, et je voulais mettre ça dans un coin où parce qu'il y avait plusieurs boîtes là-bas, plusieurs grosses boîtes, et tester ça, tu vois. J'avais regardé, j'avais envoyé un mail alors que j'étais mineur pour faire un devis, tout ça. Enfin bref, et je suis sûr et certain que ce truc-là marche encore, et après ça s'est développé avec le temps, mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, très souvent les entrepreneurs les entrepreneurs que je connais ont eu ce truc très jeune de se dire ouais, je veux faire ça ou peut-être ça. C'est hyper intéressant. Ok. Donc, alors, on disait que ça, forcément, toi, dans ta société sur YouTube, ça a évolué. J'imagine que ça a aussi suivi et que ça a évolué aussi au niveau du côté des revenus. Ça a dû te changer aussi, ça, quelque chose. Comment toi, tu l'as vécu? Parce que justement, je voulais en venir au fait que tu avais fait des petits boulots avant, et après, tu as ce changement-là, popularité aussi au niveau des revenus. Bah, c'est ça. Quand je travaillais au KFC, par exemple, vu que j'étais en alternance, j'avais 720 euros par mois. Non, j'ai eu 920 euros par mois. Et après, pendant mes études, je gagnais un petit peu aussi. J'arrivais à me faire des 500, 600 euros. Et quand j'ai vu que sur YouTube, genre, quand ça commençait bien à monter, hein, là, je m'avance un peu, mais quand ça commençait à bien monter, que je pouvais me faire ça en une semaine ou des fois en 3-4 jours, et puis par la suite en 2-3 jours, je parle niveau entreprise. Et après, en un jour, sans les impôts, tout ça. Et ben là, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, c'est incroyable, tu vois. Et ça me permettait d'avoir une sécurité. J'ai jamais vu l'argent en mode, c'est pour la dépenser. Moi, je voyais l'argent en mode, c'est des mois que je gagne sur genre de tranquillité, on va dire. Style, je dis n'importe quoi, je vais gagner 4000 euros sur un mois. Et ben, je vais me dire, ça me fait 3 mois, 2-3 mois, genre, si tout s'arrête, genre, je suis tranquille 2-3 mois. Et j'ai toujours vu ça comme ça. Et j'ai essayé de gagner du temps comme ça, tu vois. Genre, j'ai toujours vu ça de cet aspect-là. Et du coup, bah, ça m'a permis de rester aussi les pieds sur terre. Parce que c'est pareil, quand je me reversais un salaire, bah, c'était très souvent le SMIC, pas plus. Et encore aujourd'hui, bah là, par exemple, actuellement, je me reverse 0. Mais par exemple, le mois dernier ou le mois encore d'avant, ça a toujours été entre 1000, 1002 et grand maximum sur les plus gros mois, je me reversais des 2000 euros. Pourquoi? Bah déjà parce que je voulais rester, enfin ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Et en plus de ça, bah parce qu'en France, bah il y a les taxes forcément, et c'est tellement taxé que je voulais vraiment avoir des réserves sur l'entreprise pour le jour où ça baisse, tu vois, parce que je sais que c'est pas éternel, je sais que les chiffres là ne sont pas éternels, et du coup c'était vraiment en mode sécu. Ouais, Alors qu'au final, maintenant que tu vois, je me dis, avec du recul, j'aurais pu prendre cet argent-là pour peut-être investir via mon entreprise dans d'autres business. Ouais, mais justement, j'allais discuter de ça. Après, c'est très bien ta façon de réagir. C'est plus de faire gaffe et voir les mois qui arrivent, c'est-à-dire les mois tu sais à peu près combien tu dépenses par mois, ça va être le loyer, la bouffe, tes sorties, etc. Et tu avais une idée des mois qui arrivaient, voire avec le temps, j'imagine, tu fallait plus calculer en années, mais se dire quand on est entrepreneur et se dire, ok, j'ai 2 ans, au final, en moyenne, 2 ans de ressources dans ma boîte pour voir venir les choses, au final, c'est pas grand-chose.
c'est même rien, j'ai envie de dire, parce que derrière, il faut rebondir, il faut lancer d'autres projets, etc. Mais effectivement, il y a 3 profils. Il va y avoir le profil des personnes qui vont être dépensières et qui vont dépenser énormément tout ce qui arrive. Il va y avoir le profil un peu comme toi, où ils vont voir les mois venir et essayer quand même de save ça, de sauvegarder ça, pour voilà, enflouer les caisses et mettre un maximum de côté au cas où qu'il arrive quelque chose. Et les troisièmes, ça va être de voir cet argent-là, voir les mois arriver et prendre un pourcentage de cet argent-là pour le réinvestir, soit sur son business ou un autre projet, quoi. Ouais, perso, moi, ça, en fait, tout ce que je t'ai dit là, c'est une fois que j'ai créé mon entreprise. Ok. Parce qu'il y a eu aussi la période d'avant-entreprise où j'étais auto-entrepreneur, où là, en fait, sur le mois, il me semble, le plafond de mémoire, c'était 33 000 euros pour pouvoir passer à... Ou après, tu es obligé de passer en entreprise. Maintenant, je crois que c'est monté à 70 000, il me semble, et, en France. Et du coup, moi, ce mois, il y a eu un mois. Attends, c'est 33 000 à l'année, pardon. Et il y a eu une année où genre, j'ai tout explosé, les barèmes. Et là, en fait, j'ai eu tellement d'argent d'un coup que je me suis dit, je vais pas l'épargner, mais je vais investir dans un appartement, tu vois. Ouais. Et c'est après, avec les taxes, etc., les impôts, etc., que je me suis dit, non, faut garder au final. Et donc, j'ai eu 2 périodes, on va dire. Ouais, c'est jamais évident hein, parce qu'au final, être entrepreneur, c'est pas aussi être investisseur, c'est encore un autre métier. Donc, c'est un métier dans un métier. Et je sais que c'est pas évident de prendre des décisions comme ça, de se dire, ok, j'ai de l'argent, j'ai tant de mois ou tant d'années, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réinvestis dans un truc? Je prends le risque de mettre de l'argent dedans et peut-être que ça va pas marcher. Ça peut être de l'investissement dans des projets, par exemple sur YouTube ou sur des sites internet, mais aussi dans l'immobilier, comme tu le disais, ou dans d'autres ressources. Mais c'est toujours un risque. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et c'est pour ça que un entrepreneur perdure dans le temps, c'est parce qu'il prend des risques. Et j'ai envie de dire sur YouTube encore plus, parce que comme tu dis, c'est que faut à chaque fois se renouveler, faut être régulier, faut essayer d'arriver et d'apporter du contenu à chaque fois différent. C'est ça qui est ouf quand même, et qui est assez compliqué. Mais ouais, c'est là où les youtubeurs, au final, pour moi, en tout cas ceux qui en vivent, sont entrepreneurs parce qu'ils doivent gérer énormément de choses quand même, en plus de gérer leur image. Ça, c'est un truc que, à la différence je parle de nous, de moi, ceux qui faisons du dropshipping, de l'affiliation, en tout cas toutes les personnes qui travaillent sur Internet, on a ce truc où on n'est pas populaire aussi. Donc ça, c'est un truc, c'est pour ça que je te posais des questions tout à l'heure avec. C'est encore un autre truc à gérer aussi. Salut à toi Malou, merci pour le follow. Ninja. Alors attends, je vais juste mettre la boîte d'alerte là, hop, comme ça. Ok, nickel. Est-ce que... alors j'ai vu Yorei là qui disait c'est pas des bénéfices, mais... alors attends, non, c'est pas... J'ai vu quelqu'un qui disait... Ah non, c'est Eve qui disait attends, 1 million d'abonnés, 1 000 euros de bénéfices. Non, c'est pas ça. Et il va vous expliquer ce fameux 1 000 euros, 1 million de vues sur la vidéo. Justement, on va arriver un petit peu sur le sujet de la monétisation, comment on monétise. Et est-ce que c'est vrai, ces fameux 1 million de vues, 1 000 euros? Alors, pour répondre déjà à la question, 1 million de vues, 1 000 euros, ça peut être vrai. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Ça va dépendre de plein de choses. Si jamais ta communauté, si jamais tes vues sont des vues sur une vidéo de 8 minutes ou plus, parce que sur 8 minutes ou plus, tu peux mettre plus de pubs. Si jamais les personnes qui regardent ta vidéo la regardent en entière, par exemple, tu vas faire un clip de musique de 3 minutes, les gens vont, qu'ils le regardent ou pas, tu n'auras qu'une pub avant et peut-être une pub après, et je suis même pas sûr, il me semble, en dessous de 8 minutes, tu peux même pas en mettre après, donc tu n'as qu'une pub. Et du coup, forcément, sur une musique, par exemple, elle va faire 1 million de vues, elle va pas te rapporter 1 000 euros, mais elle va t'en rapporter sûrement 300-400. Ça va dépendre aussi des périodes. Pendant le Covid, forcément, on gagne moins parce que les pubs ont moins d'argent à investir. À Noël, on gagne plus parce que les pubs ont plus d'argent à investir. D'un coup, moi, dans mon domaine, par exemple, qui est le gaming, il y a un nouveau Call of Duty qui sort. Ils vont bombarder les pubs sur YouTube du Call of Duty. Le CPM, ça s'appelle, c'est le clic pour 1000. Et ben, il va augmenter. Et du coup, je serai au-dessus des 1 000 euros pour 1 million de vues. Donc vraiment, c'est hyper large et ça dépend vraiment des personnes. Par exemple, pour te parler de moi là actuellement, moi, c'est 1 million de vues représente 600, entre 6 et 700 euros là actuellement pour le million de vues. Après, du coup, pour Chiffre tout ce d'affaires. qui est... Ouais, là je parle en chiffre d'affaires.
Après, pour tout ce qui est business via YouTube, en fait, il faut se servir et tu gagnes de l'argent sur YouTube, pas forcément grâce à YouTube. YouTube, ça va te servir de base et de moteur pour avoir des statistiques, pour avoir des impressions, des statistiques, etc., pour pouvoir démarcher des marques. Et du coup, ce qui te ramène de l'argent, c'est les OP et les marques avec lesquelles tu peux être ambassadeur. C'est par exemple, tu deviens un peu populaire, tu as une image, on t'invite à des événements. Ça peut rapporter de l'argent aussi. Et puis, tu as YouTube aussi, forcément. Et tu as aussi, si par exemple tu lances des lives, tu as les dons des lives, etc. Voilà, il y a plusieurs sortes. En fait, on peut générer de l'argent sous diverses formes qui sont du coup, c'est beaucoup les OP, les marques. Et c'est ça aussi qui te sécurise parce que YouTube, encore une fois, c'est éphémère. Et ce qui te donne de la sécurité, c'est surtout les marques parce que si tu arrives à signer des contrats style ambassadeur, d'autres styles de contrats, tu peux signer pour des 2, 3 mois, 1 an, 2 ans maximum en général. Après, ça dépend. Mais voilà. Et du coup, ça te permet de sécuriser quand même tes revenus pour pouvoir ou investir ou faire ta vie, quoi. Mais ça te permet de te sécuriser. Mais Et, ouais, en gros, tous ces aspects-là sont des. et du coup, ouais, au niveau de la monétisation, donc il y a la fameuse monétisation de YouTube. Tu disais, il y a les OP, donc les placements de produits sur les vidéos. Alors, j'imagine par exemple, un placement, comment dire, le revenu que tu peux toucher sur un placement de produit va dépendre que si c'est juste au début de la vidéo que tu parles d'un produit et si par contre tu fais une vidéo dédiée à ça, j'imagine comment dire, la tarification va dépendre de ça. J'imagine aussi du nombre d'abonnés, de la thématique, comme tu disais. Il y a énormément d'éléments qui jouent en jeu, qui rentrent en jeu, j'imagine. Ouais, le nombre d'abonnés, je joue pas. Maintenant, il joue plus. Il jouait Ok, énormément avant. Après, il peut jouer si par rapport au fait que tu es plus populaire qu'un autre, qui va d'accord. avoir moins d'abonnés que toi pour le même nombre de vues, peut-être. Mais sinon, il regarde plus ça. Maintenant, il regarde vraiment les impressions. Ça, c'est via les réseaux sociaux. Ou alors, sur YouTube, ça va être vraiment les vues. C'est vraiment les vues que tu vas faire qui vont faire que. Et alors après, en termes de tarification, je pourrais pas te dire, par exemple, pour une marque, tant de vues vaut tant d'argent. Ça, je ne le sais pas. C'est l'agence qui s'occupe de moi qui gère. Mais ouais, en général, c'est ça. Puis voilà, ouais. Ok. Je sais plus ce que tu me disais. Non, non, mais Ouais, j'étais je me parti. perds. Je me perds trop. J'ai pas de souci. Et j'étais parti ouais, là-dessus, justement, les marques. Et justement, c'est un truc qui est hyper flou. Et j'ai l'impression que même les youtubeurs entre eux, ils en parlent pas vraiment de ces placements de produits, de combien ils touchent, parce que j'en parle très souvent. En France, l'argent est tabou. Et j'ai l'impression que dans le milieu YouTube, c'est un petit peu de tabou entre, par exemple, vous et les autres youtubeurs. Est-ce que c'est Il tabou? y a des tabous. Il y Ouais, a beaucoup de tabous. Ouais, si, il y a beaucoup de tabous, mais c'est surtout pour éviter de faire des guerres. Je vais te prendre l'exemple. Demain, je dis n'importe quoi, tu as, je sais pas, une marque Hollister, ok? Ils veulent faire des placements de produits de vêtements. Imaginons, ils vont payer, ils vont dire à une agence, par exemple, on vous donne tant de cachets, enfin, ils vont prendre plusieurs agences, ils vont dire, on vous donne tant de cachets pour tant de vues au final via les youtubeurs, etc. Et ensuite, en gros, ils vont me prendre moi, du coup, qui vais faire par exemple 100 000 vues sur la vidéo, et ils vont me dire, tiens, t'es payé 1000 euros. Je donne des chiffrons exprès. Ils vont te donner 1000 euros. Et ils vont en prendre un autre d'une autre agence qui aura 100 000 vues. Et ils vont réussir à négocier, l'agence va réussir à négocier avec lui pour lui dire, bah tiens, je te donne 800 euros. Et tu vois, si au final on vient à se dire les chiffres, et ben en soi, il y en a un des deux qui va péter un plomb et il va se dire c'est pas normal. Et du coup, ça va commencer à être la guerre un petit peu partout. Donc il y a aussi beaucoup ça, en fait. C'est ok. pour ça aussi qu'il y a plein de choses comme ça qui ne se disent pas forcément. Et aussi parce qu'il y a tellement de jalousie, surtout en France, etc. On connaît. Et du coup, ça évite pas mal de soucis, quoi. Puis aussi, des fois, on n'a même pas le droit de le dire via les contrats. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, derrière, il y a peut-être des clauses aussi de confidentialité avec la marque en question. Ok, ouais, donc je sais qu'il y a quelques semaines en arrière, j'ai pu rencontrer aussi un YouTuber que je pourrais pas forcément dire le nom. Et il me disait qu'effectivement, quand il y avait des réunions ou quand où il y avait des meet-up juste entre YouTubeurs sans abonnés, rien, il parlait pas du tout d'argent. Et moi, ça m'a assez choqué ce truc-là. Parce que c'est vrai que sur Malte, quand je rencontre des entrepreneurs, alors déjà, Malte, l'argent entre entrepreneurs francophones et hors francophonie,
on n'a pas vraiment de tabou. Alors après, bien sûr, il y a la manière d'amener. Hein. S'il y a un entrepreneur qui arrive, qui fait un peu show-off, ouais, moi je fais tant et tout, bon, ça va pas nous intéresser de discuter argent ou investissement avec, mais très souvent, ça arrive de parler un petit peu de chiffres, et sans forcément se la péter, c'est pas du tout dans ce truc-là, mais parler d'argent, tout simplement. Et c'est vrai que c'est pas forcément tabou, et au contraire, ça peut aider des fois sur pas mal de choses. Combien t'as acheté ton appart, tu sais, pour avoir des idées comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression que. Ouais. C'est pas pareil parce que non, je dis après c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce que quand tu vas en parler avec un autre, tu sais que ça va pas fuiter, ça va pas sortir parce que bah quand tu es entrepreneur par exemple comme ton exemple, bon, mis à part là vu que tu live, mais si jamais tu faisais pas de live etc, ça peut pas fuiter vers une communauté, une grande communauté Ok. ou quoi. Entre deux youtubeurs, tu sais que s'il y a une guerre un jour ou l'autre, bah tes chiffres peuvent fuiter au final. Et du coup, ça peut créer des gros dramas derrière. Ça peut, tu vois, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Ouais. Parce que toi, entre toi et moi, tu vois, je pourrais te dire tous mes chiffres, etc. Ça me dérange pas. Mais dès que bah, on va être en live ou quoi, j'évite trop de le dire parce que bah, justement, ça peut fuiter après sur des forums, etc. quoi. Ouais. Et ouais, donc du coup, là, pour le coup, c'est ce qui change vraiment d'un entrepreneur digital hors YouTube et un YouTuber entrepreneur, c'est la popularité du coup. Là, il y a ce genre de trucs qui peuvent être limités des fois dans le fait d'entreprendre tout simplement. Je sais qu'il y avait une histoire, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je ne sais plus exactement c'était quoi l'histoire, mais Cyprien qui avait racheté des parts ou revendu des parts, etc., qui avait touché quelques millions. Et je me suis dit, mais enfin, ça avait fait polémique. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais le mec, il est juste entrepreneur en fait. Il a juste des parts, il est entrepreneur, et puis bah voilà quoi, ça m'a pas choqué. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a cette peur des youtubeurs, parfois des marques aussi, qui est des fuites comme ça, parce que les Français ont un tabou assez fort sur l'argent. D'ailleurs, petite parenthèse, ça fait des semaines que je leur dis que j'ai une vidéo qui doit sortir là-dessus. J'ai sorti la vidéo, mais elle me plaît pas. J'ai fait la vidéo en tout cas, mais elle me plaît pas. Donc je vais la refaire. Je vais la refaire, elle me plaît pas. Et voilà, ça sera une vidéo sur le tabou de l'argent et où je joins un petit peu les points de pourquoi en France on est tabou, c'est dû à quoi et comment on pourrait faire évoluer tout ça. Voilà pour la petite l'auto-promo. Après, j'ai l'impression que ça évolue quand même. Hein. Ça évolue dans le bon sens petit à petit. Sur YouTube, ça a évolué quand même, parce qu'à l'époque, quand il y avait ce délire d'1 million, 1000 euros, de 1000 euros, ça avait fait incroyable et tout. En fait, le problème, c'était les médias. En Ouais, soi. C'est ouais. eux qui disaient n'importe quoi la plupart du temps, etc. Bah, la télé, moi quand je voyais des youtubeurs à la télé, mais je me disais, mais franchement, ils sont cons quoi. Ils sont cons parce que c'était vraiment la première question avant de lui demander c'était quoi sa chaîne, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi, quelle thématique, où c'est qu'il a démarré, etc. C'est vrai qu'on gagne de l'argent sur YouTube. Tu sais, c'était la télé et je me disais, putain, moi je rêvais d'être invité ou à la place d'un youtubeur populaire et rétorquer à la question du journaliste et lui dire, oui, je gagne bien ma vie, mais vous gagnez combien, tu vois? Genre parce qu'il gagne aussi énormément d'argent à la télé. Et c'est vrai que ça m'avait choqué, ça, cette passion de savoir à tout prix combien les youtubeurs gagnent. Et beaucoup étaient mal à l'aise et savaient plus quoi dire, où se mettre. Ça me faisait des fois un peu rire aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué ça quand même. C'est compliqué. Ça t'est déjà toi arrivé à la télévision, à la radio, ou quelqu'un qui te mette mal à l'aise, ou t'arrives toujours à... Ça aurait pu arriver avec une chaîne de télé, mais c'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que c'était pendant la Paris Games Week où justement on me suivait pendant une journée et du coup en fait si tu veux j'avais un agent qui était avec moi et qui lui s'occupait dès qu'il y avait un truc où j'avais pas forcément envie de répondre parce qu'on s'était arrangé en amont, et ben il stoppait tout, il se mettait devant la caméra, il dit stop, ça on le dit pas. Tu vois, du Ok. coup il y avait ce filtre. Mais c'est vrai que si jamais, c'est encore une fois, c'est l'entourage aussi. Si jamais t'es pas entouré ou quoi que ce soit, et ben tu peux répondre à des questions comme ça. Par exemple, on a eu le cas d'un youtubeur français connu qui est à Malte aussi, on peut pas dire le nom non plus, qui lui était passé à la télé et Ouais. avait parlé d'argent en disant des chiffres. Et lui, il s'était pris mais un drama énorme. Ouais, je crois que je vois ça. Ouais. Ok. Je pense que tu Et vois. ouais, mais c'est malheureux. C'est malheureux parce Oui. qu'au final, ils discutaient. Après, alors, de souvenirs, ouais, ça avait fait polémique parce qu'il a fait afficher ça et les gens pétaient un câble. Mais comme tu dis, je pense que c'est en train quand même
d'évoluer quand même. Les personnes, maintenant les 1000 euros, 1 million, c'est passé. Après, il y a eu les placements de produits où ça a fait un petit peu aussi. Il y en a pas mal qui critiquaient et tout. Mais après, j'ai l'impression que la communauté sur YouTube a compris que pour les youtubeurs, ils avaient besoin de ça. Que si ils voulaient faire des grosses vidéos, des placements, avoir des gros invités, etc., ils avaient besoin de faire des placements de produits. Je pense que c'est en train d'évoluer. Les premiers qui payent. C'est très souvent, c'est les premiers. Par exemple, je me souviens qu'un des premiers à avoir fait un placement de produit sur YouTube, un des premiers, il y en a eu d'autres avant peut-être, mais il y a eu par exemple Domingo. Et Domingo, quand il avait fait son placement de produit, derrière, il s'est fait défoncer par la commu. Mais au final, c'était juste le premier. En fait, c'est pour ça que maintenant, quand il y a une nouveauté ou un nouveau truc comme ça qui est fait, il faut juste pas être le premier. Tu laisses la vague de menaces, etc. passer. Et derrière, ça rentre dans les mœurs un peu et tu es en mode, c'est bon, en fait, tu peux le faire. Personne t'embêtera. Ok. Et c'est vrai qu'on parlait des monétisations et je le vois très peu. Parce que, comme je te dis, avec la personne, l'autre youtubeur que j'avais discuté de l'affiliation. Il ne connaissait pas le principe, je lui ai expliqué. Il s'est rendu compte de l'argent qu'il a perdu en ne mettant pas de l'affiliation sur sa chaîne. Et c'est vrai que l'affiliation, personne, ou très peu, il y en a pas mal qui le mettent. Salut à toi, Backnote, merci pour le follow. Et il y a très peu de personnes qui le mettent. Il y a sur la thématique un petit peu tout ce qui va être high-tech, ils font pas mal d'affis. Ils ont compris un petit peu le concept, surtout sur des gros produits, etc. Mais c'est vrai que vu que les youtubeurs entre eux, ils parlent pas trop de monétisation, d'argent, etc. Ils parlent pas forcément des possibilités de monétiser. Toi, l'affiliation, avant que je sais que quand on s'est rencontrés la semaine dernière, on parlait de l'affiliation. Tu connaissais déjà un petit peu, tu m'avais dit. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà fait sur ta chaîne ou que tu connais des youtubeurs qui l'ont mis en place? Alors, je l'ai fait sans le faire. C'était avec NordVPN. Mais au final, c'était un placement de produit. Donc, c'était un cachet. C'était pas de l'argent. En fait, l'affiliation leur servait à eux, mais pas à moi, quoi. Et mais non. Mis à part, du coup, l'affiliation dans le casino que je connaissais via justement des bidules, des tuffers, je connaissais pas du tout et je savais même pas que c'était possible de faire de l'affiliation, par exemple via Amazon, tu vois. Genre ça, j'ai découvert il y a pas longtemps. Genre c'est tout con pour toi, mais moi je le savais pas. Pour moi, de l'affiliation, c'était vraiment axé casino en fait. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça qui est incroyable. Et j'ai envie de dire 99% des personnes à qui je parle de l'affiliation, ils vont avoir une idée de l'affiliation. Ça va être soit des fois du voyage ou soit pour toi du casino ou des choses comme ça. Mais ce que je leur explique, c'est que c'est vrai que l'affiliation, on peut faire de l'affiliation avec tout ce qui nous entoure de physique et de digital aussi. C'est ça qui est aussi. Après, on l'a eu sur Fortnite. Vous l'avez vu, en fait. Ça vient de me faire tilt. C'est vrai qu'on a eu de l'affiliation via le code que tu rentres dans la boutique. Créateur, le code créateur. Ouais. Qui était quand tu mets un code créateur dans la boutique, il y a 5% de l'argent que tu dépenses dans le jeu qui me reviennent. Ok. Donc ça, oui, ça on l'a eu là-dessus. Mais c'est vrai on disait plus code créateur, pas affiliation, tu vois. Ouais. Parce que justement, moi, pour connaître un petit peu, même bien l'affiliation et pour connaître YouTube, je vois très souvent des OP. J'ai parfois des idées de combien ils peuvent être payés les mecs, etc. sur YouTube par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la thématique, au nombre de vues qu'ils font, etc. Mais je me dis parfois, ils pourraient faire, je pense, sur le long terme, beaucoup plus avec l'affiliation. Et je pense, ce que j'ai compris, c'est que de faire des placements de produits, il y a un prix qui est fixe, ils ont une sûreté, alors que l'affiliation, on sait qu'on peut gagner de l'argent, mais on n'est jamais sûr du montant qu'on peut atteindre. Mais c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup qui font de l'affiliation, et non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais de ce que j'ai compris, parce qu'ils ne connaissent pas en fait l'affiliation. Ouais, c'est clair. Et ça qui est assez ouf. Ok. Alors je regarde un petit peu le chat. J'ai vu qu'il y avait des questions pour le royaliste. On viendra après aux questions justement par rapport à YouTube si vous avez des questions par rapport à tout ça. Enfin à YouTube ou en général. Club affiliation YouTube, c'est des heures de boulot. Je regarde un petit peu le chat. L'affiliation, c'est partout. C'est affolant quand tu t'en rends pas compte. Backnote. Ouais, très clairement. Il y a vraiment tout sur l'affiliation. C'est ouf. Alors le SEO sur YouTube. On va y répondre après, Eve, quand on posera des questions. Garde bien ta question en chaud et on va en discuter. Ok, du coup,
pour toujours rester un petit peu dans ce côté-là, monétisation, le fait que toi, ta vie a changé côté popularité et aussi argent, soyons clairs, comment tu l'as vécu ça, le fait de bien gagner ta vie? Bah, encore une fois, tu vois, comme je t'ai dit, genre, moi, je gagnais certainement bien ma vie. Après, je me suis toujours versé le même salaire, donc en soi, moi, ça m'a Ça pas n'a pas changé. changé, ok. Ça, ouais, mon quotidien a pas changé. Après, si, je me suis fait un plaisir. Je m'étais acheté du coup une Tesla Ok. avec l'entreprise et du coup là-dessus, ça a changé. Ça a changé sur l'autoroute, ça change. Mais non, sinon, c'est vrai que ma vie, elle a pas énormément changé. Et c'est moi qui étais déjà très content de ma vie, comment je vivais, etc., avec mes moyens que j'avais avant. Ok. Qui voulais pas forcément vivre au-dessus de mes moyens d'avant et je voulais rester dans ma moyenne, quoi. Ok. Parce que j'en voyais pas forcément trop le besoin, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de la famille. Moi, ça m'a fait sourire aussi parce que je sais il y a pas mal d'histoires qui ont été assez marrantes là-dessus. Toi, comment ils l'ont. Alors, quand je dis famille, c'est proche. Est-ce que toi aussi, t'en as qui. Plus tu devenais plus populaire, plus ils voyaient que alors, je sais pas s'ils le voyaient, mais ils pensaient que tu gagnais bien ta vie, plus tu les voyais se rapprocher, que ce soit la famille ou des proches. Tu l'as vécu comment ce côté-là? Non, en Non? soi, ils Ok. ont toujours été pareils. Après, par contre, ce qui m'a fait rire, c'est plus d'un point de vue popularité, on va dire, où là, par exemple, ma tante, donc moi je viens de Metz, ma tante qui habite à Lyon, et ben, si tu veux, genre, il y a pas mal de jeunes dans leur quartier. Et du coup, la maison de ma tante, vu qu'il y a tu sais, il y a des cadres où je suis en photo dessus, c'est devenu un musée, elle m'a dit. Genre, des fois, il y a des jeunes qui viennent, Mais non. qui toquent chez elle, juste pour venir voir si c'est bien de ma famille, tu vois. Et genre, des fois, même des jeunes qu'elle connaît pas. Mais c'est Et genre, incroyable. du coup, pour ça, c'était marrant, tu vois. Genre, c'est marrant. Après, en soi, quand moi, je les vois, bah, ils vont m'en parler, tu vois, on va en discuter et tout, mais non, ils ont pas changé, ils ont pas changé. Ils Ok. ont pas changé. Bah, c'est Parce cool que, ça. C'est cool parce que ouais, très souvent, je sais que moi ça m'a un petit peu arrivé quand même. Alors pas dans la famille proche, mes parents ou les choses comme ça, mais ouais, des par personnes les qui, amis, quoi. Ouais. ouais, des personnes qui, même un peu dans la famille, des personnes qui revenaient, qui te parlent jamais, qui entendent, tu sais, il y a toujours des échos dans la famille, des trucs comme ça, et qui reviennent, tu vois, en mode ah salut. Bon, je vais pas dire parce que sinon on va savoir c'est qui, mais c'était assez marrant, assez épique. Ok. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On va pouvoir passer aux questions après. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose, sur ce qu'on disait ou Non, non? après, je réfléchis. Euh, non, en soi, je pense que quand ils vont nous poser les questions, Ouais, il y aura plein de trucs qui vont remonter encore de tout à clair, l'heure. c'est clair. Et ça va être cool. Du coup, bon, on va passer un petit peu. Je vérifie juste les sujets que je voulais aborder quand même, les gros topics, parce que c'est vrai qu'on rentre dans plein de parenthèses. Euh, Ah si, j'ai un Ouais, truc. vas-y. Je suis en train de réfléchir en même temps, c'est pour ça. Non, c'est ce qu'on dit là. En fait, tout ce qu'on dit là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est en gros sur YouTube. Enfin, là, c'est vraiment mon exemple. Et en fait, sur YouTube, vraiment, tu prends deux YouTubeurs, ils vont avoir deux profils totalement différents. Ils vont avoir. En fait, tout va être totalement différent. C'est-à-dire que tu peux interviewer genre tous les gens un autre YouTuber et tu n'auras jamais la même histoire sur toutes les questions que tu m'as posées en fait. Hmm. Donc, il faut bien se dire que là, c'est vraiment pour mon cas précis à moi et que du coup, les exemples que je te donnais, etc., c'est vraiment pour mon cas et ça peut vraiment changer du tout au tout, quoi. Ouais, non, bien sûr, Ça, bien sûr. je vais le rajouter, ouais. Bien sûr. Bah, de toute façon, après que ça soit le profil de ton passé personnel, mais aussi au niveau du business et de tout ce qui est sur Internet, tout ça, j'ai envie de dire, c'est comme un entrepreneur qui est hors YouTube, son profil sera différent. Et généralement, il y a toujours ouais, des profils différents. Comment ils sont arrivés? Il y en a, ils sont arrivés à entreprendre parce que ils avaient déjà de la famille qui avait la possibilité d'investir pour eux, qui sont déjà arrivés dans une société, etc. Mm. C'est vrai qu'à chaque fois, les histoires sont différentes. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les vrais passionnés, par contre, comment j'arrive à les repérer, ils ont un profil assez identique à très jeune, à faire quelques boulots, tu vois, à droite à gauche. Et c'est là où on repère plus tard vraiment, pour moi en tout cas, ça n'engage que moi, les bons entrepreneurs. Mm. Ok, on va passer un petit peu du coup dans le chat si vous avez des questions.
alors que ça soit par rapport à YouTube ou autre. En attendant les questions, je vais aborder ça parce que j'ai vu qu'il y en avait dans les questions, ils vont me les reposer, parce que je ne l'ai plus là sous les yeux. C'est vrai que pour moi, YouTube et le SEO que je pratique moi sur les sites internet, je trouve qu'il y a une ressemblance qui est assez frappante. Alors déjà que YouTube c'est Google, Google c'est YouTube, c'est-à-dire que quand moi je vais créer un site et je vais référencer, il y a un algorithme qui est derrière, il y a un robot. YouTube c'est pareil, il y a un algorithme, il y a un robot, il y a des tags, il y a des titles, des titres à gérer, une image, le watch time qu'on parlait tout à l'heure. Donc du coup là on est derrière un algorithme où en fonction de certaines choses, il va y avoir des réactions. Sur la vidéo, sur la chaîne, sur le nombre d'abonnés. Quand on fait du SEO, ça va être sur le nombre de vues, les référencements de certains mots-clés, etc. Répond à Eva Muse. Ok. Du coup, voilà, c'était pour introduire un petit peu ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Toi, je sais pas, au niveau du SEO, comment tu connais le SEO et vu que tu connais bien YouTube, comment tu gères ça du côté plus technique de YouTube? Alors, au début, en gros, je tentais. Je faisais des trucs à ma manière. Je tentais de mettre certains tags. Je tentais des techniques, en fait, pour essayer de ressortir un peu du lot. Et après, j'ai découvert, du coup, un logiciel qui s'appelle, alors je ne sais pas si tu connais, c'est Vidéo IQ. Ouais, je connais. Et du coup, avec ce logiciel-là, en fait, bah, ça te permet vraiment de tout optimiser. Et du coup, je me réfère plus qu'à ça. Et en vrai, j'écoute vraiment tout ce qu'il me dit. J'ai juste à bien mettre en pratique ce qu'il me dit pour optimiser au maximum. Après, il y a eu des choses quand même que j'ai changé un peu parce que c'est pareil, c'est pas mis à jour tout le temps. Vidéo IQ. Là, je parle concrètement, moi, dans mon référencement, tu vois, je sais que quand je poste une vidéo, je me suis mis des notes, en fait, pour n'importe quelle vidéo. C'est les 3 mots-clés principaux que je vais mettre dans le titre. Il faut qu'ils se retrouvent dans la description, il faut qu'ils se retrouvent dans les hashtags de la description et il faut qu'ils se retrouvent dans les tags. Tu vois, ça, c'est déjà la base importante. Après, ouais, pour la plupart des trucs, je vais vraiment me référer à tout ce qui est vidéo IQ qui lui enregistre, c'est pas sponsor, hein, mais qui lui enregistre vraiment toutes les données, etc. qu'il faut mettre. Il te dit même les tags qui sont genre du moment, etc. Et du coup, ouais, je me réfère pas mal à ça. Là, typiquement, ce que tu me dis, moi, je fais le parallèle direct, tu vois, avec le SEO. Quand tu parles de vidéo IQ, pour moi, c'est alors en tout cas s'il y a des élèves là qui m'écoutent, c'est le parallèle de quand on est sur WordPress, quand on utilise Yoast SEO. Donc cet outil là au final c'est pareil, on met le mot-clé dans Yoast SEO et ça nous permet de savoir où mettre le mot-clé, où le répéter dans le titre, dans l'introduction de votre texte, etc. Donc au final là c'est deux logiciels qui sont assez comparables. Et comme tu disais, c'est toi directement, tu as un système de mots-clés aussi, comme dans le SEO, et tu as le titre, la description, tu le mets dans le tag. Donc il y a cette notion qui est du SEO de toute façon sur YouTube, quoi. Ouais, surtout dans les tags qui servaient plus pendant longtemps, enfin qui servaient plus, il n'y avait plus trop besoin d'en mettre. Là, j'ai l'impression. Après, c'est pareil, c'est un algorithme, donc on ne connaît pas vraiment. Bah, c'est comme sur Google, hein. On ne connaît pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui met plus en avant. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment watch time numéro 1. Genre le SEO, enfin le SEO des vidéos, c'est vraiment le watch time qui fait la diff. Après, ça va être aussi les tags où il faut réussir à placer vraiment les tags assez forts au début des tags et ensuite faire venir des tags un petit peu moins forts par rapport au contexte de ta vidéo. Des tags un peu d'actualité, des tags ouais, vraiment, vraiment d'actualité, je pense. Et ensuite, tu fais venir les tags que tu mettrais de manière classique sur ta vidéo. Et ça, je pense, c'est une petite astuce, tu vois, que pas tout le monde ne fait, mais pour moi, je trouve que ça ajoute un plus à ton référencement. Ok, nickel. Et ok, allez-y, hein, n'hésitez pas là dans le chat à poser des questions. Alors, juste que j'en loupe pas non plus. Le SEO, on a eu cette question-là. Janice, alors là, c'est plus une question pour moi. Janice, que tu hésites de rejoindre mon programme. Est-ce qu'on peut commencer l'affiliation en étant vraiment débutant? Oui. Alors après, c'est pas juste l'affiliation que tu vas apprendre, c'est aussi le SEO, comment créer un site, etc. Oui, tu peux. Débutant, si tu sais pas envoyer un email, ça peut être compliqué. Mais après, si tu quand je dis tu as des bases, c'est que tu sais faire des recherches sur Internet, etc. Oui, tu peux commencer comme ça.
débutant, pardon. Début du programme 1. Oui, il n'y a pas d'autres questions. Oui, tu auras une période d'adaptation un peu plus longue. Ok. O2. Quels sont vos livres préférés? Un livre chacun que vous recommandez absolument. J'arrive, je vais le montrer, j'arrive. Oui, il me l'a montré il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas c'est lequel des deux qui va nous montrer. Alors moi, typiquement, ça va être très clair. Je vais passer pour un débile, mais je m'en fous. Je lis très peu de livres. Je lis très très peu. Je suis plus à regarder des vidéos vraiment sur YouTube, des documentaires, à faire de la recherche. Depuis que je suis très très jeune, je suis autodidacte. Mais autodidacte non pas par les livres, mais et c'est pour ça que YouTube c'est vraiment tout à l'heure je le disais quelque chose d'hyper puissant pour moi parce que sans YouTube et Dailymotion à l'époque, je serais jamais arrivé au niveau que je suis aujourd'hui. Pause de commentaires. Oui, vas-y, on est sur les livres. Si Ouais, tu veux. alors moi du coup, mon livre préféré niveau divertissement, niveau analyse pratique, ça va être The Game, du coup, juste ici. The Game, du coup, c'est un livre, Les secrets d'un virtuose de la drague. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui sont comme moi un peu timides, un peu machin, qui savent pas trop comment s'y prendre. C'est pas mal. Mais après, sinon, il y a un livre que je recommande un peu plus pour tout ce qui est business, enfin plutôt psychologie, on va dire. Ça va être La semaine de 4 heures. Voilà, Ouais. c'est celui-ci. La semaine de 4 heures, il y a écrit Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Et voilà, ça c'est les deux livres vraiment que je lis en ce moment. Ok. Après, j'en ai pas lu 10 000 non plus. Hein, Ouais, bah c'est ce que quand t'es parti, je sais pas si t'avais le casque, si t'entendais, mais je disais que j'ai très très peu lu, en tout cas des livres dans l'entrepreneuriat, j'en ai pas vraiment lu. Je me suis fait former par des personnes quand j'avais besoin de prendre du niveau dans certains domaines. Mais j'ai jamais vraiment. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me saoule. J'ai cette maladie, tu vas rigoler, de quand je lis un livre, j'ai quelqu'un d'autre enfin, j'ai plusieurs personnes moi dans ma tête et j'ai jamais. Et c'est pour ça que en scolaire, j'étais vraiment, alors je vais pas dire nul, j'étais juste pas intéressé. C'est que j'arrivais pas à me concentrer sur une feuille à lire quelque chose. Je le suis beaucoup plus maintenant quand je bosse sur des tâches, etc. Mais vraiment, dès que ça devient trop scolaire, livre, je pense que j'ai vraiment eu cette phobie d'un bouquin en fait. Et je préfère à la limite écouter des podcasts où je me suis inscrit sur un truc là pour les livres audio. Ça, j'ai commencé à le faire et c'est pas mal, tu vois. Je trouve ça c'est pas mal. T'as un mec ou une meuf qui te lit le livre, ça fait un peu flemmard, mais je trouve c'est stylé. D'ailleurs, c'est une bonne idée de business, les mecs qui ont lancé ça. Mais voilà. Je suis un Donc, peu comme toi là-dessus. Moi. ouais. Moi, je suis un petit peu comme toi. Et c'est pour ça que moi, il me faut des livres où il y a des chapitres assez régulièrement. Ou alors, et je m'arrête très souvent. Tu vois, très souvent, je lis un petit chapitre et je me Ouais. barre. Ou alors, des images. Genre, c'est un peu enfant, mais moi, ça m'aide. Genre, comme ça me fait des coupures et ça me permet de rester un petit peu focus. Mais c'est vrai que j'ai ce mal aussi de rester concentré sur un livre. J'ai l'impression, en fait, limite de perdre mon temps Ouais. et que je pourrais apprendre tout ce qu'il y a dans ce livre plus rapidement, ouais, via Internet, via des vidéos, via des trucs comme ça. Ouais, mais C'est après, la t'as peut-être. sensation que j'ai, quoi. T'as peut-être une mémoire aussi qui est visuelle. Moi, je sais que je suis comme ça, c'est-à-dire que les mots, tout ça, je vais pas réussir à me concentrer et à retenir en plus ce que je lis. Je sais pas pourquoi. Je pense que je sais pas Ouais, expliquer ça. Mais je pense pas que si on est les deux, on doit pas être les seuls. Alors, après, où c'est qu'on en est? Ouais, semaine de 4 heures, je lirai aussi. Après, si tu te formes auprès de pro, c'est comme un condensé de livres. Ouais, c'est ça, Hiro. C'est ça, mais c'est même mieux. En Ouais, fait, c'est même mieux. une C'est même mieux. formation dans le sens où tu as les astuces en plus. Ouais. Et si surtout c'est. Alors, surtout, après, je m'y connais pas trop en formation, mais surtout si c'est une formation d'une personne face à une autre, tu vois ce que je veux dire? Genre en call vraiment privé. Mm. Là, vraiment, il va te lâcher des trucs que dans un livre, genre, vu que c'est beaucoup plus Public, grand comment- public. ouais. Ouais. Et forcément, tu vas pas dire les mêmes secrets, etc., que tu diras à une personne vraiment en face à face. Et tes questions que tu vas te poser, là, tu vas pouvoir les poser directement et tu auras vraiment des réponses directes et franches à chaque fois, quoi. Ouais. Mais je l'ai pas lu le livre il parle dans le chat, le livre de Tugan, qui est un entrepreneur qui fait du copywriting, marketing. Je l'ai pas lu, il faudrait vraiment que je le lise. Alors, il y a une bonne question là de Guirac. Comment vous faites pour vous rebooster quand vous avez un coup de mou, un petit coup de blues?
Moi, je fais un truc. Alors, ça dépend le coup de blues. Des fois, je me prends juste un petit jour off à rester à l'appart, si vraiment c'est un petit. Après, quand il y a des gros coups bas, là, vraiment, ce que je me dis, c'est ok, bah, je pars et je pars n'importe où. Je peux partir en voyage pendant genre 2 jours en week-end. Je peux partir 2, 3 jours simplement ailleurs. En fait, vu que moi, bah, là où je travaille, forcément, c'est dans mon appartement. Donc, moi, ce que je veux, c'est simplement sortir de chez moi. Ça peut être aller chez un ami pour me changer les idées. Mais c'est vraiment aller me changer les idées. Alors, en général, c'est plus dehors, là où il y a des beaux paysages, des trucs comme ça, ou d'être en pleine nature. Ça m'aide énormément. Ok. Et Mm. c'est marrant parce que c'est exactement pareil pour moi. Alors, coup de mou et coup de blues, pour moi, je le définirais, c'est deux trucs différents. Coup de mou, c'est, je dirais, plus un coup de fatigue. Un coup de, là, j'en ai marre, j'ai bossé et j'ai là exactement la même sensation que toi. Vu que je bosse aussi de la maison, c'est que j'ai besoin de partir. J'ai besoin de voyager. Ouais. De voyager pas si loin, hein, là, tu vois, le week-end dernier, vendredi, il était vendredi soir, minuit. Ça faisait des semaines que je bossais, j'arrêtais pas, j'étais crevé et tout. Je me suis dit, je me casse. À minuit, j'ai réservé un hôtel. Je suis parti, bon, je suis parti à Gozo, c'est l'île d'à côté. Mais rien que le fait de faire un petit peu de kilomètres en bagnole, de monter sur un ferry et de prendre un hôtel un peu plus loin, ça m'a fait du bien ces 3 jours, tu vois. Et du coup, moi, c'est exactement pareil. Quand j'ai un coup de fatigue et que j'ai besoin de me rebooster, je vais partir. Des fois, ouais, vas-y. Ouais, non, j'avais dit, bah, j'ai juste rajouté, moi, c'est pour ça et aussi avec l'inspi. Genre, dès que j'ai Ouais. des pannes d'inspi, je sais le fait de faire une petite pause comme ça, hop, après, je reviens et je suis bien. C'est exactement pareil. Et tu peux te remettre un petit peu, retravailler sur toi, être un petit peu seul. J'essaye aussi, mais ça, c'est pas évident. Pour toi, j'imagine, c'est pareil, de déconnecter un petit peu, en tout cas moins, d'être moins connecté, même si Ouais, c'est pas ouais, c'est évident. ça, c'est moins. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Après, c'est vrai que par exemple, bah, typiquement, la vidéo en Islande, bon, j'étais connecté la journée via bah, la vidéo, forcément. Mais vu que là-bas, j'avais pas énormément de réseau et tout, et bah, de tous les réseaux et tout, j'étais complètement déconnecté et ça m'a fait un bien fou, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, Et c'est ouais, là où je m'en suis vraiment rendu compte, quoi. c'est clair que ça fait énormément de bien. Bah, je reprends le truc où j'en parle souvent, mais quand j'étais parti 2 mois aux États-Unis, c'est vrai que. Alors, c'est pour ça que je voulais en revenir sur le coup de blues. Pour moi, coup de blues, c'est plus un problème dans la vie perso. Bah, là, j'avais eu un coup de blues assez violent où c'était séparation avec une ex avec qui j'étais resté 3 ans, etc. Un truc assez dur à digérer. Et directement, là, au lieu de partir 2, 3 jours comme je l'ai fait, j'ai eu besoin de partir, mais beaucoup plus longtemps et de tout couper en fait. La chance que j'ai, c'est que bah, vu que j'ai des sites dans l'affiliation, le revenu qui est passif, j'avais tous mes sites, j'avais pas besoin de travailler, c'est-à-dire que pendant 2 mois, je travaillais plus. Je travaillais plus et j'ai juste kiffé, j'ai fait mon road trip, etc. Et je suis revenu. C'est-à-dire que comme ce que tu disais là, tu pars 2, 3 jours, tu reviens avec de l'inspi à fond et tout. Là, je suis parti de 2 mois, je suis revenu en guerrier, quoi. Tu vois, comme dans le film Ouais, 300, carrément. j'étais puissant, quoi. Je me disais, c'est bon, je vais tout casser. Donc ouais, pour te répondre, au final, coup de blues et coup de, coup de fatigue, bah nous en tout cas, c'est comme ça qu'on gère, hein. Encore une fois, chaque profil sera différent, mais bah on part, on part, on Ouais, quitte tout, on c'est part. ça. Mais par contre, ce qui est difficile à gérer, en tout cas pour moi, toi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, quand il t'arrive des trucs dans ta vie perso, j'en ai déjà parlé aussi, le pro, il peut en prendre un coup, et vice versa. C'est-à-dire, je m'explique, dans la vie perso, si t'arrive quelque chose de grave ou quelque chose, voilà, je sais pas, avec ta copine ou des trucs comme ça, moi je sais qu'à l'époque, ça jouait sur mon business et bah, Ouais, j'étais plus à fond, j'arrivais plus à bosser, etc. ouais, c'est Et vice-versa, quand le business ça n'allait pas ou qu'il y avait des problèmes ou que je travaillais trop, et ben en perso ça n'allait pas, en couple ou avec des potes ou des trucs comme ça, j'étais plus à cran, j'étais pas bien. Toi, justement, comment tu gères ce truc-là? ça. Ouais, par rapport aux filles, justement, bah, par exemple à mon ex, ça jouait, mais pas surtout. Ok. En gros, si tu veux, ça jouait sur les lives, mais je sais que je pouvais me permettre de pas faire de live, vu que de toute manière, je vivais des vidéos. Et du coup, je faisais plus de live quand il y avait des embrouilles, des trucs comme ça. Mais par contre, les vidéos, et c'est l'avantage de YouTube, c'est que tu peux cut, tu vois, tu peux rester dynamique, etc. Après, tu fais une petite pause parce que t'es quand même pas bien. Après, tu y retournes, machin. Donc, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que pour les lives, et c'est là, je pense que ça doit le faire pour les streamers, ça doit pas être évident, en vrai. Ouais. Ouais, mais Mm. c'est ça où
toi, j'ai envie de dire, ou toutes les personnes qui sont face à un écran, face à une caméra, je veux dire, c'est encore plus compliqué parce que là, on passe d'un truc à putain, je suis pas bien dans ma life, là, il m'arrive un truc, à grand sourire, à être excité, enfin, en tout cas, à essayer de l'être. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident. Mais voilà, c'est encore un truc de l'entrepreneur où là, pour le coup, tu es obligé, quoi. Faut bosser, faut. Ouais, après, c'est pareil. En radio, enfin, là, bah, c'est là où justement mon école m'a servi aussi par rapport à ça. Parce qu'en radio, tu es tout le temps en direct en soi. Et du coup, tu apprends à, une fois que tu es dans ton univers, derrière ton micro, machin, bah, par exemple, pour moi, tu vois, c'est plus Raphaël. Genre, Raphaël, ses soucis, ses machins, ça reste à la porte, tu vois. Et t'es vraiment toi, enfin, t'es vraiment enfin, là, moi, ce serait le royaliste. Et genre, je suis en mode vraiment animé, à être dynamique, être content, etc., quoi. Ouais. Ouais, il y a une part à respecter, quoi. Mais voilà, encore une fois, ça c'est vrai que ça fait partie des trucs entrepreneurs et encore plus youtubeur pour le coup, parce que moi c'est vrai que quand j'ai mon truc, il y avait personne qui me regardait. À l'époque, je faisais pas de live, j'avais pas affiliation Ninja, tout ça, personne qui me voyait, je faisais pas de vidéo YouTube. Voilà, c'était juste moi et le boulot que je devais reprendre, mais c'est vrai que sur YouTube, j'imagine c'est un peu plus compliqué. Question suivante, comment vous gérez votre temps, vos priorités, to-do list par exemple pour la semaine, le mois? Je te laisse répondre. Ah, bonne question, ça. Ouais, bonne question. Parce que c'était pas évident pendant longtemps. Parce que bah, forcément, en plus, les chiffres, les stats montaient. Je travaillais comme un ouf. Ça me donnait envie de travailler encore plus. Et du coup, bah, c'était que du pro. Il y avait même plus de privé. Même la nuit, je rêvais de pro, pour te dire. Je rêvais d'idées de vidéo. Et c'est là où tu te dis, wow, je suis dans un délire. Et après, tu te dis, attends, faut quand même profiter de sa vie aussi, tu vois. Faut quand même, genre, c'est bien beau tout ça, mais il faut aussi penser à d'autres choses, avoir une copine, etc. Et du coup, là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais commencer à sortir avec mes potes et tout. Et je vais vraiment me fixer un planning régulier que je tiendrai et que je respecterai, quoi qu'il en soit. Et là, je me suis dit, bah, à partir de maintenant, par exemple, tous les jours, c'était ça, par exemple, pendant un an, tous les jours, je me levais à 8-9 heures et je me disais, bah, je travaille de 9h, 9h30 jusqu'à 20h. Et derrière, c'est bon. Derrière, c'est off, je coupe tout. Je cherche même pas à comprendre. 20h, tout est arrêté et je me démerde comme je veux. Je touche plus à rien avant le lendemain. Et c'est vraiment en m'obligeant. Parce que si tu t'obliges pas, et ben après derrière, t'as pas du repos, t'as pas. En fait, c'est une dynamique que tu perds, je trouve. Genre, t'as pas tes temps où tu peux profiter de tout et de rien. Et du coup, ça va donner de l'inspi, ça va donner des trucs pour quand tu vas y retourner. Ouais, non, c'est clair. Vite embrouillé, ouais. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident de gérer son temps, ses priorités, etc. Et encore une fois, hein, je suis un peu comme toi où j'arrivais et la nuit, je devais avoir une feuille et un stylo à côté sur ma table de chevet parce que je crois que tu m'avais dit que tu avais ça aussi, quoi. Stylo, moi, j'ai ça t'es sur mes obligé. notes de téléphone. Ouais. Sur mes notes de téléphone. Et mes notes, c'est. Il y a des livres et des livres d'idées. Et ça, c'est encore une fois, c'est là où on voit le profil vraiment entrepreneur et qui, au bout d'un moment, tu penses qu'à ça. Et la dernière fois, moi, ça m'arrive moins avant de me coucher. Je sais qu'il y en a certains quand ils ont le cerveau qui a deux sens, c'est avant de s'endormir ou en dormant, en se réveillant, en tout cas en rêvant de ça. Et moi, c'est un truc qui est un peu plus marrant, c'est quand je suis sous la douche. Quand je suis sous la douche, mon cerveau, en fait, je pense que j'ai plus d'écran devant moi. Parce que malheureusement, j'ai quand même ce truc d'addiction d'avoir tout le temps le téléphone à côté, de check de temps en temps, même si j'essaye de stopper ça. Je prends ma douche, j'ai des idées qui me viennent, c'est n'importe quoi. Et je pense que c'est le fait de me retrouver tout seul, de ne pas avoir d'écran et d'être bien. Voilà, je sais pas s'il y en a que ça arrive, ça, sous la douche, mais moi, ça me faisait. Je crois qu'il y a Jérôme aussi qui est dans le chat. Jérôme, ouais. Ouais, il me semble que lui aussi. Il prend des douches de 30 minutes exprès parce qu'il a plein d'idées. En Ouais, général, non. il me dit, ah, je sors de la douche, là, j'ai ça comme projet. Et tu sais que c'est pour ça que je prends 2-3 douches par. Pour le coup, je suis clean, hein, mais je prends 2-3 douches par jour parce que je me sens bien et moi, ça me remet les idées en place. Et des fois, des trucs que j'ai oubliés, j'y repense et je me dis putain, ça, faut vraiment que je le note là parce que faut que je bosse dessus. Donc, en gros, pour répondre à ta question, comment on gère notre temps, tout ça, faut le gérer, il faut se fixer des trucs en fait. Faut te dire, comme disait le royaliste, tu te fais un emploi du temps, tu te fais un planning. Alors, ce qui est compliqué quand tu es entrepreneur, c'est que tu as tout le temps des imprévus qu'il va falloir gérer. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le métier d'entrepreneur pour moi, c'est tu auras tout le temps des trucs qui sont pas prévus, des rendez-vous annulés, des rendez-vous. Enfin, tu auras tout le temps des couilles au final qui vont arriver. Et il faut les gérer, ces trucs-là. C'est ça qui fait de toute façon qui va faire de toi un bon entrepreneur. C'est de savoir gérer les problématiques comme il faut, quoi.
Euh, Rico, c'est mon état d'esprit en ce moment. Bad mood. Bad move. Alors, bad mood ou bad move? Qu'est-ce qui se passe, Rico? Dis-nous tout. Après, chacun sa situation, tu arriveras bientôt. Alors là, ils sont sur une autre discussion, les deux cocos. Ok. Les gars, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les gars et les demoiselles, s'il y a des demoiselles qui nous écoutent. Ok, je descends là, je suis dans le chat. Il y a une question de Jérôme. Attends, où on se rejoint après le live? Ah putain. Mais en fait, je déménage demain à 11h, j'ai déménageur et j'ai pas fini. Mais on en discute en off après, pourquoi pas. Mais tranquille quoi. D'accord, beaucoup de. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? La douche, j'ai dû me restreindre un par jour car problème de peau à cause de trop de douches. Ah, ouais, c'est emmerdant du coup. C'est emmerdant. J'ai dormi 5 heures depuis lundi. Bah ouais, mais là, faut dormir, tu vois. Ça, c'est pas bien là. Parce que là, pour le coup, plus moyen de réfléchir. Ok. S'il y a une dernière question, allez, une ou deux questions encore, si vous en avez. Je sais pas, j'espère que j'en ai pas loupé. Après, moi, j'en ai une pour toi. Oui. Ah. C'est là, toi, tu as des projets d'affiliation, etc. Mhm. Mais quels sont, vu que forcément tu es entrepreneur, est-ce que tu aurais des projets genre IRL, c'est-à-dire des projets de construire des trucs, enfin, je sais pas, de créer une entreprise, mais vraiment pas que web, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment Ouais. IRL, quoi. Alors, entreprise IRL, je pense pas. Je pense pas. Ça sera toujours. Alors toujours. Je vais pas dire toujours parce que c'est pas ça. En tout cas, en ce moment, si vraiment je lance un projet, ça sera quand même autour du web. Alors, j'ai envie de dire, ça pourrait être un mélange des deux où j'arrive à avoir. Non, mais même pas. Tu vois. Je pense que ça serait vraiment autour du web. Le seul truc physique que j'ai envie de faire en 2021 et qui est un petit peu compliqué avec le Covid, j'ai envie de faire des espèces de grosses conférences, mais qui me ressemblent en fait. C'est-à-dire pas forcément juste un truc hyper entrepreneur, hyper sérieux et tout, un truc où la journée c'est vraiment rencontre avec les personnes qui me suivent ou les personnes qui me suivent pas, mais en tout cas de faire passer certains professionnels sur scène, etc., discuter boulot, faire des connexions tout simplement. Et le soir, un truc qui me ressemble aussi, tu vois, c'est faire un truc un peu fiesta, en mode on met un peu alors on peut toujours connecter, toujours parler boulot, mais faire un truc un peu, voilà, fiesta, un truc bien à la Jordan Wall Street, tu vois, le loup de Wall Street. Bon, pas aussi violent, mais côté assez business la journée, et le soir on décontracte et on sort, on fait un petit peu la fête pour rencontrer tout le monde. Ça, c'est le truc physique que j'ai envie de faire, mais en soi, c'est vrai que j'ai pas tous les projets que j'ai en tête et que je veux lancer sont pas physiques. Pour le moment. Ça pourra peut-être changer. Hein. Le seul truc que j'ai de physique, c'est l'investissement que j'ai fait dans l'immobilier. C'est le seul truc que j'ai de physique. Ok. Et j'ai vu juste dans le chat, ça parlait de méditation et tout. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas de toi, mais moi, j'ai besoin de faire des siestes de temps en temps. Genre, des fois, je vais être dans un mood où je vais avoir besoin de faire une petite sieste de 20 minutes après manger. Et des fois, je vais être dans le mood où j'ai besoin de faire que des micro-siestes. Genre des siestes qui durent vraiment, mais vraiment, des fois, c'est 2 minutes. C'est juste Ah ouais. pouf, je tombe et je me réveille et hop, et c'est bon. Ok. Je sais pas si tu as déjà tenté les micro-siestes, mais normalement, il y a une vraie technique avec ça. C'est tu mets une cuillère dans ta bouche et tu t'endors. Et en fait, quand la cuillère tombe, bah, ça te réveille et du coup, c'est une micro-sieste. Alors, micro-sieste, je fais pas du tout. J'ai vraiment moi, du mal à dormir. Je suis un ancien vraiment impulsif. Donc, déjà, l'après-midi, déjà, je vais boire 2, 3, 4 cafés. Donc, faire micro-sieste l'après-midi, je suis comme ça. Mais par contre, méditation, ouais, j'en fais, ça m'arrive. C'est quelque chose que je pensais pas que ça me ferait du bien. Et ça me permet justement de redescendre un petit peu. Et ça me refait cet effet que j'ai sous la douche, de me calmer un petit peu. Et la méditation, pour faire très simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est de réussir à ne penser à rien. Ce qui est très compliqué ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qu'au bout d'un moment, quand on fait rien, on pense à beaucoup de choses. Et c'est de réussir à penser à rien, juste à penser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appris et comme ça que je le vois. Hein, la méditation, il y a peut-être d'autres définitions, mais c'est de penser à rien et de penser à soi-même et d'être juste calme, de ne rien faire en fait. Pour moi, le but de la méditation, c'est de rien faire pendant quelques minutes. Oui, moi, ça peut aider. D'ailleurs, dans le programme, au tout début du programme, j'explique un petit peu la méditation, les bienfaits, etc. Donc ouais, pour le coup, je recommande. Il n'y a rien de néfaste ou négatif à faire de la méditation. Hein. Ça me fait penser à un truc, tu as aussi l'alimentation qui est importante. Bien sûr. Bien sûr. Aussi.
et je fais le, je fais le pas là-dessus où ça faisait quelques semaines, bah voilà, tu le sais, j'en ai parlé, je me suis pas mal répété ces derniers temps. Ça faisait quelques semaines que j'étais crevé, mais crevé, un truc de malade. Et vu que j'ai chopé le Covid il y a 2 mois, un truc comme ça, 2-3 mois, je me disais c'est le reste du Covid, j'arrive pas à m'en remettre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais allergique au gluten. Donc forcément, ça me tuait l'estomac, ça me fatiguait. Je dormais, mais je dormais mal. Et j'arrivais. En plus de ça, ces dernières semaines, ça faisait plusieurs semaines, je pense que j'ai commencé à avoir ça. J'avais énormément de boulot, donc j'ai enchaîné en plus beaucoup de boulot avec ce problème-là. Et ouais, l'alimentation, en dehors d'avoir des allergies ou des trucs comme ça, c'est hyper important. De toute façon, ce qui revient très souvent, hein, ça va être le fait de bien dormir, bien manger et faire du sport. C'est vraiment le truc, et qui est vrai. Hein. C'est pour les personnes qui se diraient ouais, c'est n'importe quoi, c'est des conneries. Non, c'est vraiment vrai. D'ailleurs, ça fait quelques temps que j'ai arrêté le sport et je le sens. Je le sens dans beaucoup de choses. L'alimentation, je la reprends, je commence à bien la reprendre et tout. Et je le sens, rien que l'alimentation, je le sens. En plus de ça, si vous l'additionnez à faire du sport, c'est nickel, quoi. Du sport, toi, royaliste? Beaucoup en étant jeune, Ouais, beaucoup de foot. Et après, je m'étais lancé un défi marathon à 23 ans. ok. Et depuis, non, depuis malheureusement non, par manque de temps entre guillemets, même si on peut toujours le trouver, par flemme aussi beaucoup. Mais là, par exemple, depuis que je suis ici, bah, j'aimerais bien pouvoir me faire des foot comme ça. Je trouve ça cool, tu vois. Faire des petits foot de temps en temps les soirs, etc. Ça peut être sympa. Donc après, il faut que je trouve des gens avec qui le faire, quoi. Et si c'est possible de le faire. Ok, nickel. Bon, bah, on va arriver à la fin, hein, se lever à 8h. Il me reste là. Putain, micro-sieste, ouais. Ils parlent des micro-siestes là, du coup. Ils disent, il y a Hiro qui dit. Non, attends, c'est qui a dit ça? Non, c'est KX Monster qui dit que c'est beaucoup utilisé à l'armée. C'est vrai que j'ai déjà vu dans des reportages où les mecs, ils dorment pas, mais ils font des micro-siestes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, Ouais. nickel, nickel. Eh ben on va finir tranquillement. On va finir. Jordan a essayé le foot à Platteville. C'est vrai, putain. Je me rappelais même plus que j'avais joué dans ce club-là. C'est fou ça. On va arriver tranquillement à la fin. Je sais pas si tu veux terminer sur quelque chose. Si tu as besoin de dire quelque chose ou un mot de la fin ou revenir sur ce Ben, qu'on. ouais, en soi, bah après, c'est ouais, c'est la phrase bateau, hein. C'est genre si vous avez des rêves, des trucs comme ça, bah faut se lancer. Le tout, c'est de se lancer. Mais ça peut être pour le business comme pour tout. C'est comme avec une fille, c'est genre faut se lancer. Faut y aller. Après, il y a des échecs, il y a beaucoup d'échecs, mais de temps en temps, il y a un projet qui passe et ça peut que être bénéfique. Et qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs, justement, ça je t'ai pas posé la question, quelqu'un, je l'ai vu au tout début passer dans le chat, quelqu'un aujourd'hui, vu que c'est toi qui es l'expert dedans aujourd'hui, qui veut se lancer sur YouTube, on a parlé beaucoup de choses, mais quelques conseils que tu donnerais pour qu'à terme il réussisse quand même à lancer sa chaîne? Ben, en gros, c'est d'être passionné déjà par la plateforme, se renseigner sur son domaine, sur tout ce qui se passe dans le monde entier sur son domaine, ça peut aider. Et après, c'est d'être hyper régulier et de se renseigner sur tout ce qui est, bah après, ça c'est un petit peu plus tard, mais se renseigner sur tout ce qui est justement SEO YouTube, genre trouver des combines pour pouvoir être bah, déjà un peu différent de ceux qui font un peu le même domaine que toi et trouver des combines pour pouvoir passer devant eux en fait en étant bah, justement à la fois différent enfin sur plein d'axes différents quoi. Ok. C'est compréhensible. Oh, nickel, 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 très compréhensible. Jérôme, par contre, c'est la dernière fois que tu viens sur le live parce que avec des blagues comme ça, il me met mot de la fin fourchette, s'il te plaît. C'est ça. Super. Eh bien, écoutez, merci dans le chat d'avoir été présent. Merci à toi, le royaliste, d'avoir été présent et d'avoir répondu à toutes ces questions-là et d'avoir pris le temps de venir ce soir. Avec plaisir. Merci Euh, pour l'invitation. Bah, avec plaisir. On se dit à tout à l'heure. Non, je rigole. On verra. Et merci à tous. On se dit à jeudi prochain, 20h. Merci encore une fois. Ciao, ciao. Ciao, ciao à toi, le royaliste. Ciao, merci. Ciao.